Je m'adresse ici à Christian Bossembe, le nom président du CESAC. Christian Bossembe en tant que citoyen congolais, juriste de formation. Alors journaliste, vous avez eu à organiser, à animer des émissions, des débats politiques. Alors cette question qui défraye la chronique actuellement, la révision ou les changements de la Constitution. Quel est votre point de vue? Je suis président du CISAC. Mon point de vue, c'est de réguler les médias afin que les gens travaillent dans de bonnes conditions, que ceux qui ont des idées puissent le donner librement et que ceux qui n'en ont pas, qui puissent suivre les autres. Et mon travail, c'est aussi, mon point de vue, c'est aussi de permettre à ce qu'il n'y ait pas une tolérance à la télévision. Ceux qui pensent qu'il faut réviser la Constitution sont libres de donner leur point de vue. Ceux qui pensent qu'il ne faut pas le faire sont aussi libres de donner leur point de vue. Et nous, au niveau du CISAC, on n'a pas de point de vue. Notre point de vue, c'est du moment où tout le monde est d'accord sur une même question, nous sommes. Changer la Constitution, c'est aussi changer les règles du jeu démocratique. Le plus important pour nous, je crois que c'est de changer la mentalité, d'appliquer la tolérance. Il faudrait écouter les autres, les uns et les autres. Donc il faudrait écouter les uns, écouter les autres pour que le Congo devienne un pays prospère. Christian Bossembe est compté parmi ceux qui incarnent désormais la censure et la volonté de museler la presse au Congo. Êtes-vous une caisse de résonance du pouvoir? Ça, ce sont des termes que les gens racontent souvent. Et encore une fois, c'est quand on n'a pas beaucoup lu qu'on va dans ces conclusions. C'est pas moi qui l'ai dit. Dans ces conclusions-là. C'est qui dit ça? Je m'épanche sur les rapports annuels de GED qu'il a dit, les récents. Il ne faut pas suivre ça, cher Christian. Il ne faut pas suivre ça. Regardez. Lorsque, dans votre émission, vous voulez parler de la santé publique, je ne suis pas habilité à vous poser des questions, mais aidez-moi juste à comprendre. Lorsque vous voulez parler de la santé publique, vous invitez qui sur votre plateau? Un expert en matière de santé. Mais c'est tout simple. Est-ce que c'est mal de dire aux journalistes, si vous voulez parler de l'armée, invitez les experts? Est-ce que c'est mal? En quoi est-ce que ça viole une seule liberté individuelle ou un seul droit fondamental? En fait, les gens sont habitués à ça, aux propos comme ça, à des génériques, à des histoires inutiles. Mais le problème ici, c'est que l'ordre et la discipline sont fondamentaux. L'ordre et la discipline sont fondamentaux pour un pays. On ne peut pas se développer sans la discipline. Mon cher frère, vous ne pouvez pas dire tout comme vous le voulez. Ça n'existe nulle part. Regardez les chaînes françaises, regardez les chaînes anglaises, les chaînes françaises, et même américaines, regardez. Ils ont toujours des experts sur le plateau. Toujours. Jamais on va inviter un journaliste, juste journaliste, pour venir commenter une question de la sécurité. Non. Vous allez voir, ça sera un ancien général, ça sera un ancien policier, un ancien. C'est des gens qui connaissent ces choses. Mais chez vous au Congo, chez nous au Congo si vous voulez, le journaliste peut parler de l'épidémie Ebola hier et aujourd'hui il parle du vaccin, il contredit même M. Mouyembe. Et vous dites, mais vous avez déjà fait quoi dans la vie? Oh non, moi j'étais maçon. Mais à partir de quel moment un maçon commente les questions des vaccins? À un moment donné, il faut qu'on ait des limites. C'est aussi important. C'est aussi ça l'humilité de reconnaître ses limites. J'ai été dans ceci, je me limite là. Nous disons aux journalistes, si vous voulez parler des questions de l'armée, invitez les experts militaires. On ne leur a pas dit de faire la propagande du gouvernement, non. Mais après, nous leur avons dit ceci. Nous n'acceptons pas que dans l'espace audiovisuel congolais, qu'on donne la parole aux terroristes. Le problème ici, c'est que ceux qui font la guerre à l'est de la République sont des terroristes. Ce n'est pas des Congolais ordinaires, c'est des terroristes. Citez-moi un seul média français qui a déjà donné la parole aux kamikazes ou qui a déjà donné la parole aux djihadistes. Un seul média. Et puis on arrête là. Est-ce qu'il y a déjà eu un média congolais qui a donné la parole aux terroristes? Alors pourquoi ils vont se fâcher si on dit de ne pas donner la parole? Donc les gens se fâchent pour un inexistant. Donc c'est une chose qui n'existe pas. Donc si on vous dit ne mourrez pas, vous vous fâchez. Parce que vous dites pourquoi ils nous ont dit de mourir? Est-ce que vous êtes déjà mort? Mais je ne comprends pas. Pourquoi les gens se fâchent pour des choses qu'ils n'ont pas encore expérimentées? Il semble que votre décision avait propension à interdire le média à ne pas parler de conquête, soit de la progression de l'ennemi qui gagne du terrain de plus en plus. Mais mon cher frère, revenons sur ce qu'on dit là. Donc vous pensez qu'on est dans un état et nous allons laisser des journalistes ou des gens parler des exploits des terroristes? Donc, revenons dans un contexte simple. Donc, dans votre maison, vous accepterez que votre enfant parle de comment on a violé votre fille. Et il parle librement. Et il discute même de ça.
Vous allez trouver ça normal. Vous allez dire non, ça suffit, on n'en parle pas. Nous faisons un effort de détruire, d'arrêter cette propension-là. Vous êtes ancien journaliste, vous savez pertinemment bien, la crédibilité d'un journaliste est fonction de sa neutralité, de son objectivité. Mais oui, mais dites ça en France alors. Dites ça en France, dites ça aux États-Unis, dites ça en Russie. Pourquoi ça doit être appliqué ici chez nous et pas chez les autres? Non, le problème est ailleurs. Le problème, c'est que nous disons dans un État, les restrictions sont imminentes dans un État en guerre. Lorsque l'Amérique était dérangée, on a sorti ce qu'on appelle le Patriot Act. Aujourd'hui même, la loi permet aux gens, la loi nous autorise des marchés, votre liberté, et ainsi de suite. Mais pourquoi lorsqu'il y a l'état des sièges, on restreint votre liberté? Mais c'est circonstanciel. Nous disons seulement pendant cette période-là, nous ne voulons pas que vous puissiez donner la parole aux terroristes. Mais informez si vous pouvez. Informez, mais dans vos informations, basez-vous sur les rapports des experts. Parce que si vous ne savez pas, si vous ne vous basez pas sur le propos des experts, vous risquez de déformer les gens. Et quand on parle expert, les gens pensent que quand on dit expert, on parle des membres du gouvernement. Non! Un expert ne peut pas forcément être membre du gouvernement. Un expert peut même être opposant. Un expert peut même être quelqu'un que vous connaissez, qui n'aime pas le pouvoir. Mais c'est un expert. Quand il parle, il a la légitimité de la question. On n'a pas demandé aux journalistes d'aller chercher des gens qui vont parler, chanter la gloire du pouvoir. Non! Christian Bossembe, parlons maintenant du programme Bachelor et la chaîne Canal Pop que votre institution, le CESAC, avait décidé de fermer. Une première déconvenue, si on peut dire. Première humiliation. Le Canal Plus a pu casser cette décision au Conseil d'État et qui a finalement eu raison de vous. Oui, mais écoutez, le problème c'est... Moi, je suis un légaliste. D'accord? Je suis juriste d'abord et je suis enseignant, j'enseigne le droit. Je ne peux pas me mettre à me battre avec une autre institution de la République. Encore une fois, s'il y a des choses à dire, des choses à reprocher, je veux le faire. La présidente de la Cour du Conseil d'État, c'est une dame formidable que je connais personnellement. Donc s'il y a des problèmes, j'irai la voir. On ne peut pas laisser nos jeunes femmes, nos jeunes mamans, nos jeunes enfants suivre des programmes abrutissants comme celui-là. Et nous avons pris la décision en âme et conscience de suspendre Bachelor. Mais si la boîte estime que ils veulent aller en référé, c'est tout à fait logique. C'est même ça l'exercice démocratique. Et le Conseil d'État, tout en étant indépendant, parce que c'est la justice, estime que le CESAC, vous n'avez pas respecté telle procédure ou telle autre procédure, et au nom de cela, nous suspendons les effets de votre décision. On n'a pas annulé la décision du CESAC. On a suspendu les effets de la décision. Parce que c'est ça aussi le principe du référé liberté. Les référés liberté, c'est justement pour permettre à un requérant de bénéficier de la plénitude de ce droit lorsqu'il estime qu'un de ce droit a été dérangé. Ça a été le cas. Donc, est-ce que vous voulez que je vienne me fâcher à la télé? Non. Selon Canal+, ce n'était pas de sa faute. C'est plutôt les abonnés qui devraient bien prendre soin de faire usage de code parental. Est-ce que vous n'avez pas tenu compte de tous ces facteurs avant de prendre votre décision? Non, mais c'est totalement faux. Totalement faux. Est-ce que cette chaîne, quand vous l'ouvrez, on vous propose le code parental? C'est free. Quand vous l'ouvrez, c'est fini. Vous êtes directement en accès. Au contraire, on aurait pu demander d'ailleurs à Canal+. Pour dire non, c'est à vous de mettre le code parental déjà à partir de chez vous là-bas. Comme ça, les parents vont avoir la responsabilité de coder, s'ils peuvent coder. Ça, ils ne l'ont pas fait. Deuxième élément. Cher Christian, un enfant de 12 ans français n'est pas un enfant de 12 ans congolais. Donc, ce qu'eux disent, la signalétique, qui disent moins de 12 ans, moins de 13 ans, c'est par rapport à leur culture à eux, pas à notre culture à nous. Si la France estime que leurs enfants de 8 ans, de 9 ans peuvent voir les femmes en sous-vêtements, nous estimons que nos enfants de 9 ans et de 12 ans ne peuvent pas voir ces choses-là. Donc ils ne peuvent pas venir nous imposer et leur contenu et leur culture. Il faut bien qu'il y ait des gens qui disent non. Et nous avons été parmi ceux qui avaient dit non. Et nous avons dit non jusqu'à aujourd'hui. Et je peux vous assurer, cher Christian, je ne regrette pas la décision. Je ne la regrette pas. Même s'il fallait la refaire 1000 fois, je la referai. Donc je peux vous rassurer. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On a respecté la procédure. On a suivi le conseil du Conseil d'État. Et on va aller jusqu'au bout de la question. Ce n'est pas une déconvenue. Non, pas du tout. Vous savez, ceux qui ont exercé déjà des fonctions sauront. Quel est votre niveau de collaboration avec la commission de censure?
Il n'y a pas de collaboration. Il n'y en a pas. Ces deux instances, c'est disons une structure est née de la Constitution, comme nous, et puis voilà, une autre est née d'un décret dans un contexte dictatorial. C'est pas la même chose. Vous êtes une institution de la République, d'appui à Une la grande démocratie. institution. Il n'y a que deux qui sont nés de la Constitution. Oui, Appui de la démocratie, il n'y a que la CENI et le CESAC. Et puis dans un contexte démocratique, on ne parle pas censure, on parle régulation. Alors je comprends qu'il y a certains classiques nostalgiques de l'ancien temps, qui pensent qu'on doit censurer. On censure qui et quoi? Dans une démocratie, on ne censure pas, on régule. Y a-t-il conflit d'intérêts? Non, pas du tout. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Seulement, pour que nous puissions ne plus exister, il faut qu'on change la Constitution. Il faut qu'on la modifie. Et dans ces articles-là. Mais pour les règles, pour les autres, le Premier ministre peut se réveiller le matin et dit bon, j'ai dissous le truc. Christian Bossembe et Aubert Caille, ancien de la RTGA et cadre au sein du groupe de presse L'Avenir. Le CESAC interpelle les journalistes, le musicien et d'autres leaders d'opinion lorsqu'ils se méconduisent. Il le fait au même titre que la justice. On a vu Kofi, l'artiste et musicien Kofi Olomide être interpellé et entendu par vous, par votre organe, les régulateurs. Quelles sont les limites du pouvoir du CESAC? Ici, il semble qu'il y a chevauchement des attributions entre le CESAC et la justice. Oui, généralement, quand les gens ne lisent pas, ça finit par des conclusions comme ça. Et je l'entends souvent et ça me fait rire. Les gens ne lisent, encore une fois, les gens ne lisent pas. Ils ne veulent pas lire. Pourtant, c'est très simple. Vous avez la loi qui organise le CESAC qui est sur Internet. Et c'est même gratuit. Donc, je crois qu'avec une petite lecture de 2 minutes, 3 minutes, on finit par une bonne conclusion. J'entends les gens dire que vous avez convoqué Kofi Olomide. Kofi Olomide avait été invité et non convoqué. Le terme a tout son pesant d'or. Quand on invite et quand on convoque, c'est deux choses différentes. Et quand on ne fait pas la nuance de ces choses, c'est très compliqué. Donc déjà, tout acteur qui passe à la télévision, qui utilise le média pour informer ou pour divertir, est susceptible d'être invité au CESAC pour expliquer un contenu. Ça, c'est dans notre cadre, c'est dans notre travail. Et nous le faisons depuis longtemps, on le fait, il n'y a aucun problème. Ça, c'est depuis 2006 d'ailleurs qu'on le fait. Donc, il n'y a aucune violation de la loi à ce moment-là. Notre limite, c'est aller jusqu'au point d'arrêter les gens. On n'arrête pas les gens au CESAC. Personne n'est fait la prison au CESAC. Nous ne condamnons pas les gens au point d'aller en prison. Non, nous faisons simplement des séances pédagogiques à des gens où nous vous interdisons de passer à la télévision pendant une certaine période, selon la gravité de fait. On se limite là. Parce qu'en réalité, les gens devraient comprendre, l'ordre public à la télévision, c'est nous. L'ordre public à la radio, c'est le CESAC. C'est le CESAC qui a les cutus, qui a dans sa responsabilité l'ordre public à la télévision. Lorsque vous dites des choses qui ne conviennent pas ou qui énervent la loi, c'est d'abord nous qui voyons ça, c'est nous qui le répertorions et c'est nous qui mettons de l'ordre dans ces conditions-là. Mais cela n'empêche pas, ça ne lie pas le parquet. Le parquet peut aussi s'auto-saisir et agir indépendamment de nous. Mais nous, ce que nous regardons, c'est le contenu. Nous, les acteurs, ce n'est pas vraiment le problème. C'est le contenu qui nous intéresse. Est-ce que vous avez dit des choses comme ça? Dans quel but? Venez nous éclairer. Et une fois que vous arrivez au CESAC, on vous pose des questions. Pourquoi vous avez dit ceci? Pourquoi vous avez dit cela? Avez-vous conscience que tel propos peut engendrer ceci ou cela? Une fois que vous vous défendez bien, dans le respect de la loi, dans le respect du droit de la défense, on dit ok, écoutez, allez-y. C'était le cas avec Kofi Olomide. Vous avez vu même après son interview, disons après son audition, Kofi Olomide s'est exprimé. Il a parlé, il a dit, écoutez, je savais, il y avait plus de peur que de mal. J'ai parlé aux gens, au secrétariat d'instruction, ils m'ont fait comprendre qu'il y avait ceci ou cela, tel grief et tout, puis il est rentré chez lui à la maison. Aucune sanction, aucune interdiction, aucune observation. Alors, vous préconisez un projet que vous comptez mettre en place d'ici 2025 2026. Vous appelez 2026. Ouais. Vous appelez la salubrité médiatique. Que cela veut dire justement? Justement parce que le problème, notre plus grand problème malheureusement, c'est que nous trouvons une presse
j'ai pas envie de dire paresseuse, parce que dans la presse, il y en a des gens sérieux, il y a des gens qui travaillent comme il faut, il y a des rédactions sérieuses, mais dans l'ensemble, vous voyez des journalistes qui ne font pas des gros efforts, ils font pas un travail important, ils ne fouillent pas, ils se limitent généralement aux petites informations ramassées sur les réseaux sociaux, mais on ne sent pas un travail de fond. Et donc, alors, dans ces conditions-là, lorsque le journaliste lui-même est sous-informé, ben, il va mal informer, parce que le principe de la communication, c'est que lorsque vous êtes mal formé, vous allez déformer. Et c'est ainsi que nous disons, il faut régler cette question-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous avez la délinquance qu'il y a dans le réseau aujourd'hui, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans le média. C'est ici où vous voyez des journalistes en train de s'insulter littéralement, des journalistes en train de prendre position. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence quand un journaliste parle à un politicien. On ne sait pas qui est politicien et qui est journaliste. Les journalistes appellent à la marche, les journalistes appellent à la descente sur terrain, les journalistes appellent à des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Il y en a même qui organisent des matinées pour des conférences, débats, et dans le seul but d'avoir des positions politiques. En ce moment-là, on se dit, mais est-ce qu'on est journaliste ou on est politicien? Et donc, dans tout ça, il faut à un moment donné rendre ce moment salubre. Parce que la télévision et la radio ne doivent pas être des instruments de destruction. Nous l'avons dit, un journaliste n'est pas un juge, il n'est pas un avocat. C'est un journaliste. Il donne l'information et ça s'arrête là. Il fait ses investigations et ça s'arrête là. Mais si le journaliste va dépasser son cadre de journaliste pour devenir une autre personne ou un autre, en ce moment-là, le CESAC intervient. Donc, jusqu'en 2026, nous sommes en train de travailler dans ces conditions-là. Et parmi ces projets, nous sommes en train de voir dans quelle mesure, en 2025, retirer le signal à plusieurs médias. Ça, je l'annonce ici chez vous, je l'ai dit plusieurs fois. Certains médias vont se réveiller en 2025, ils n'ont pas de signal. Surtout que parce qu'ils n'en auront pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté toute une procédure de choses. Le signal appartient à l'État. Mais justement, nous sommes l'État. Oui. Le prise de position par les journalistes sont autorisés dans des analyses traduisant justement la réalité de fait. Oui, mais il faut une distance. Il faut une distance. Une distance qui transpire la déontologie de votre métier. Lorsque vous êtes journaliste, vous avez une distance avec l'information, avec les faits. Vous ne parlez pas comme un politicien. Vous ne vous comportez pas comme un militant. Vous êtes journaliste et vous devez rester dans votre posture de journaliste. Et c'est tout ce qu'on demande aux journalistes. On ne leur demande pas grand-chose. Nous ne demandons pas aux journalistes de chanter matin, midi, soir le pouvoir. Non. Nous demandons aux journalistes de faire des critiques, de faire des analyses, de faire leur travail comme il se doit, c'est-à-dire en respectant la déontologie et l'éthique. Je ne vois pas pourquoi c'est difficile. Lorsque vous dites aux médecins, respectez votre déontologie et respectez votre éthique, les médecins ne se fâcheront pas. Mais pourquoi quand on demande à certains journalistes, parce que c'est pas tout, certains journalistes, pourquoi il y en a qui se fâchent? Parce que moi, je ne vois pas pourquoi on se fâcherait. Si on me demande à moi de respecter le code de bonne conduite de l'agent de l'État, ben, je ne refuserai pas, je comprendrai et puis je vais m'adapter. Mais c'est lorsqu'on pense qu'on est tout permis depuis un certain temps, c'est en ce moment-là qu'on doit dire non. Mais je dois le dire, c'est une petite poignée des journalistes qui ne comprennent pas. Encore, mais la majorité des journalistes, on n'a plus ce problème-là. Mais en parlant justement du numérique, je m'en vais directement épingler la révolution numérique face à l'afflux de médias sociaux. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont assimilées même aux médias, qui ont plus de followers, plus d'1 million, 2 millions d'abonnés. Alors comment gérez-vous justement le flux de médias sociaux? Nous avons, quand je suis arrivé, nous sommes rendus compte que les réseaux sociaux allaient vite, plus vite qu'on pouvait l'imaginer. Donc on a pris d'abord une directive sur les réseaux sociaux. Mais cette directive, elle est inefficace. Donc on repart avec la loi maintenant et c'est ce que nous sommes en train de penser faire. Donc quand on va revoir la loi, notre loi du CESAC, nous allons intégrer de façon claire et précise la loi de 2011. Oui, la loi de 2011 que nous allons réviser. Et quand on va la réviser, vous allez vous rendre compte que nous avons pris en compte certaines réalités. Par exemple, lorsque vous avez déjà un compte qui dépasse 15 000 abonnés, vous n'êtes plus un compte privé. Un compte public. Non, vous devenez un compte public parce que vous avez 15 000 personnes que vous atteignez. Et quand vous avez 100 000, 200 000 personnes, 300 000 personnes, alors là, c'est une autre histoire. Parce que déjà à partir de 10 000, vous n'êtes plus un compte privé, vous devenez un compte public. Et tout ce que vous faites aura de l'impact. Et nous avons évolué quand j'étais aux États-Unis avec certains opérateurs
Meta, TikTok et les autres. On a eu plusieurs rencontres avec eux aux États-Unis, en France et même en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes dit que pour régler le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut 3 éléments. Le premier élément, cher Christian, c'est d'abord de reconnaître que nous sommes un pays atypique. Vous avez 4 langues nationales et vous avez des patois importants dans ce pays. Parce que je peux vous assurer, cher Christian, si vous allez à Bassankoussou, on parle pas lingala parfois. On parle mongo. On parle kimongo. Ouais. Et le kimongo que les gens parlent là-bas, ça suffit pour détruire tout un pays si jamais c'est mal fait. D'accord? Si jamais c'est mal utilisé. Parce que le plus grand problème, c'est celui-là. La radio Mille Collines, on ne parlait pas en anglais. On ne parlait pas en français, on parlait en Nyarwanda et ça embrasait le Rwanda, ça embrasait le pays. Donc nous aussi, nous sommes dans les mêmes conditions. Et ce que nous avons dit à TikTok, c'est que nous allons travailler. On a dit à TikTok, on a dit à Meta et nous avons dit à Twitter la même chose. Nous leur avons dit, écoutez, nous allons vous donner un lexique de mots-clés que vous allez devoir programmer dans votre médiation. Lorsqu'un Congolais va citer ce mot-là, ça doit cliquer en rouge pour que ça puisse vous aider à comprendre le contexte dans lequel ce mot-là a été employé. Et c'est ça qu'on va régler le problème finalement. C'est pourquoi vous allez voir que certains médias, comme je l'ai dit, certains comptes TikTok vont être tout simplement désactivés. Désactivés d'eux-mêmes parce qu'à un moment donné, quand vous aurez accumulé des choses, on ne va plus vous laisser passer. Nous avons demandé à TikTok et Facebook et Twitter de supprimer les comptes de tous ces terroristes comme Nanga et tous ces affidés. Nous l'avons déjà dit. Donc, probablement en 2025, oui, en 2025 tout au début, ou tout, je ne sais pas comment le temps que ça prendra, parce qu'après c'est la technique, nous leur avons demandé de déconnecter tous les comptes qui font la promotion et l'apologie de la guerre, et l'apologie de la rébellion, l'apologie de tout ce que M. Nang est en train de faire. Et ça, TikTok nous l'a rassuré. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui perdons. C'est nous qui devons donner le conseil à l'État. Si le jour où nous allons estimer que TikTok ne suit pas nos consignes, Meta ne suit pas nos consignes, on va demander au gouvernement de supprimer TikTok, de supprimer, de bannir TikTok chez nous, de bannir Meta chez nous. On a banni Twitter au Brésil par un seul juge de la Cour constitutionnelle. Donc on peut faire ça aussi chez nous. Donc tout est question de voir ce que nous voulons. Donc voilà les 2 éléments que l'on a pris en compte. Mais aussi la délinquance sur les réseaux sociaux. Nous avons demandé à TikTok de revoir sa politique de médiation. Parce que c'est là où il y a les problèmes. On a dit à TikTok, nos enfants sont exposés. Parce que les algorithmes que vous utilisez en Chine, au Japon, ne sont pas les mêmes algorithmes que nous utilisons ici. Ici, un enfant de 8 ans peut avoir TikTok. En Chine, impossible. Un enfant de 8 ans n'a pas TikTok. Il ne peut même pas. Parce qu'il ne peut pas s'enregistrer comme adulte. Ce n'est pas possible. Il suffit qu'il entre son nom, ça rentre dans la base des données, ça renvoie qu'il a menti. Mais ici, chez nous, on vous dit, écoutez, vous pouvez ouvrir TikTok comme vous voulez. Et n'importe qui, même un enfant de 4 ans ou de 5 ans, il suffit qu'il sache utiliser le téléphone, il ouvre un compte. C'est inadmissible. Et nous leur avons dit, ça ne se passera plus comme ça. Vous avez du pain sur la planche. Ouais, mais c'est à vous de voir, c'est à vous de décider. Et donc, nous décidons d'en faire le pain pour manger. D'ici 2026, vous nous rassurez tout de même que vous aurez le total contrôle sur les comptes publics des réseaux sociaux. Mais d'ici 2026, oui, c'est un peu plus loin, mais nous travaillons pour que ça se passe bien. Le problème, encore une fois, c'est un problème interne, cher Christian. C'est la perception, je répète encore cela, c'est la perception du gouvernement, c'est la perception que le gouvernement a de l'institution, c'est ça. Aujourd'hui, avec les médias, nous sommes une frontière. Le média, ce n'est plus comme avant. Les médias représentent aujourd'hui un véritable danger, mais aussi un véritable atout. Tout dépend de comment vous l'utilisez. Parce que la guerre aujourd'hui, elle est médiatique. Lorsque je vous parle de 600 robots utilisés par le Rwanda via la Belgique, je ne dis pas que c'est le pays de la Belgique, ils sont logés là-bas, on connaît, ils sont logés en Belgique, tantôt en France, à Kigali. C'est des réseaux, c'est un réseau. Ils ont une stratégie simple, ils ont les noms congolais. Mais c'est des robots. Ils s'appellent Kazadi, ils s'appellent Loanga, ils s'appellent Lonjo. Mais c'est des gens qui n'existent pas. C'est des robots. Mais à qui on a donné des noms de Congolais dans le seul but de détruire l'image de la République démocratique du Congo. Comme ça, quand les gens vont suivre, ils vont voir, mais ce sont les Congolais qui attaquent le régime. Alors qu'en réalité, ce n'est pas des Congolais, c'est des robots. C'est ce qu'on appelle souvent les robots communicants. Alors, il faut travailler. Il faut travailler sur la question pour régler ce problème-là. Mais là, encore une fois, je rappelle encore, il faut des moyens. Tant que vous n'avez pas les moyens pour résoudre ce problème-là, ça ne marchera pas. Il y a une question ici d'un auditeur. Je ne sais pas s'il est téléspectateur. Bon, il dit bonjour, monsieur le journaliste, demande à Christian pourquoi a-t-il appelé Joseph Kabila. Bon, je ne cite pas. Ah, ok. Je comprends cette polémique. Vous avez compris. Oui, cette polémique. Mais si tu demandes à ce monsieur,
dis-lui de m'amener juste la vidéo. Avec ces mots-là sortis de ma bouche, je lui présenterai ma démission. Juste ça. C'est du chiotte, hein? Vous avez dit du chiotte. S'il m'amène la vidéo avec moi en train de parler, de citer ce nom-là, même en partie. Je ne dis même pas que même tous, non, même les premières lettres. S'il m'amène cette vidéo-là, je lui donne ma démission. Bonjour, en débrief. Première question. Que pense le président du CESAC par rapport au scandale de la vidéo semi-pornographique diffusée lors des états généraux de la justice? Christophe Ebando depuis au Katanga. Comment répondez-vous? Déjà, la première question, vous avez vu une petite séquence des vidéos diffusées pendant les travaux des états généraux de la justice. Ça j'ai vu, mais je ne sais pas dans quel contexte cela a été fait. Peut-être, je crois que d'une manière ou d'une autre, ça reste quand même maladroit parce que vous n'avez pas besoin de rappeler la bêtise puisqu'une bêtise a été commise. Avec les mots, ça suffit pour parler de cela. On n'a pas besoin de diffuser la même chose. C'est pas parce qu'on a violé des gens que vous allez amener des acteurs pour qu'ils violent, comme ça on verra qu'on a violé. Avec les mots, on peut dire ce que l'on pense. Donc, je crois que c'était diffusé sur demande du président de la commission de censure, je n'entre pas dans qui voulait justement étayer ses propos, ses explications sur des vidéos qu'il fallait nécessairement censurer. La question, cher Christian, faut-il être trompé pour savoir qu'il pleut? On n'en a pas besoin. Voilà, avec les mots, c'est suffisant, on peut comprendre. Président, vous êtes le bienvenu dans le débrief. Merci beaucoup, cher Christian. Alors, dans quel état d'esprit vous révélez au Bercail, et cette fois-ci dans la casaque d'un chef de corps? C'est vrai, la RTGA, c'est une chaîne, on va dire, nourricière, parce que elle a beaucoup fait pour moi. Je suis aujourd'hui connu parce qu'une fois, je suis passé par ici. Oui. Et je ne sais pas si je suis passé par ici ou je suis resté longtemps ici, parce que je crois que j'ai gravi tous les échelons. Je commençais comme un stagiaire avec un petit bandeau que l'on portait pour signifier qu'on était stagiaire. Donc je suis resté, et puis jusqu'à ce que je suis devenu directeur de production, directeur de production télé, directeur de production radio. Et j'ai eu le meilleur moment, en tout cas je crois dire que parmi les étapes importantes de ma carrière, RTGA figure parmi les meilleurs souvenirs que j'ai de ma vie. Et donc quand je rentre ici, alors je me dis c'est une très bonne chose, parce que rare de fois j'étais ici, j'étais plutôt là où vous êtes. Absolument. Et puis je présentais les émissions à peu près à 16h je crois, et j'avais le même réalisateur que vous. Donc quand je rentre ici, je vois la famille, je vois Pili Pereira, je vois Kadé, je vois tout le monde, je vois Kyodo, je vois Yannick Mahamba, il manque peut-être un gosse Marcela. Donc je connais la RTGA dans mon cœur et dans mon esprit, donc je connais. Je peux marcher ici les yeux fermés, dans toutes les portes j'entrerai, partout. Alors vous allez lui poser toutes vos questions, et surtout cette question que se posent les communs de mortels: est-ce que le CESAC est le levier du pouvoir utilisé pour justement museler ou dissuader les voix dissonantes? Si vous voulez participer à l'émission, joignez-vous à nos 097 30 50 850, 097 30 50 850, c'est notre standard. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors Président, on va vite pénétrer dans le cœur de notre émission d'aujourd'hui. Quels sont les rôles du CESAC réellement? Sanctionner ou bien censurer? Alors c'est vrai que quand on arrive au CESAC, on trouve beaucoup de phénomènes. Le premier, c'est que les gens ne connaissent pas la loi, enfin disons, ils ne connaissent pas le CESAC. C'était une sorte de maison cachée, on ne le savait vraiment pas. Et quand on arrive, on essaie de mettre le projecteur sur le CESAC, et puis ça va dans tout le sens. Les gens ne le connaissent pas encore comme il faut, mais je crois que ce que les gens doivent retenir, le CESAC est une institution d'appui à la démocratie, qui a pour mission de rendre salubre l'espace médiatique, de contrôler, de réguler le contenu médiatique, et surtout le contenu sur tous les supports, si vous voulez, réseaux sociaux, Internet et ainsi de suite. Nous avons ça comme responsabilité. Mais en même temps, nous avons la responsabilité de garantir et de promouvoir la démocratie à travers la liberté d'expression. Ce qui fait que nous avons une responsabilité assez large, mais bon, après, quand les gens ne les connaissent pas, ils pensent que le CESAC, c'est une corporation de journalistes. Et vous entendez les gens dire, et c'est ça que c'est le combat journaliste. C'est ça que c'est le combat journaliste, c'est ça que c'est vraiment, comme je vous le dis là, c'est une très grande boîte de création constitutionnelle avec pour but de réguler le contenu médiatique.
Donc voilà, plus ou moins ça, si on arrive à le comprendre, et c'est déjà un très bon départ. Mais maintenant, le CESAC, il y a qu'on appelle ça, de hauts conseillers qui forment ce qu'on appelle l'assemblée plénière. Et puis on a un bureau qui est composé de 5 personnes, dont je suis le président. Et puis on a des organes au niveau provincial. Et puis nous avons un monitoring, un centre d'instruction. Ce sont nos deux leviers qui permettent à ce que nous puissions bien faire les choses. Et puis vous avez le centre de la commission de normalisation. Elle aussi travaille dans le but de viabiliser les médias. Donc en réalité, le travail que fait le CESAC généralement, c'est de veiller à ce que l'émission que vous allez présenter tout à l'heure soit constructive, mais pas une émission destructrice. Ça veut dire que ça ne doit pas être une émission qui va déchirer les familles, ou qui va déchirer le pays, ou qui va embraser le pays, mais une émission qui va aller dans le sens de construire le pays. Dans la contradiction, bien sûr, dans la diversité. Voilà, donc c'est plus ou moins ça. Alors, vous préconisez un projet que vous comptez mettre en place d'ici 2025, que 2026. vous appelez 2026. Ouais. Vous appelez la salubrité médiatique. Que cela veut dire justement? Justement, parce que le problème, notre plus grand problème malheureusement, c'est que nous trouvons une presse, je n'ai pas envie de dire paresseuse, parce que dans la presse, il y en a des gens sérieux, il y a des gens qui travaillent comme il faut, il y a des rédactions sérieuses, mais dans l'ensemble, vous voyez des journalistes qui ne font pas des gros efforts, ils ne font pas un travail important, ils ne fouillent pas, ils se limitent généralement aux petites informations ramassées sur les réseaux sociaux, mais on ne sent pas un travail de fond. Et donc, alors, dans ces conditions-là, lorsque le journaliste lui-même est sous-informé, il va mal informer. Parce que le principe de la communication, c'est que lorsque vous êtes mal formé, vous allez déformer. Et c'est ainsi que nous disons, il faut régler cette question-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous avez la délinquance qu'il y a dans le réseau aujourd'hui, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans le média. C'est ici où vous voyez des journalistes en train de s'insulter littéralement, des journalistes en train de prendre position. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence quand un journaliste parle à un politicien. On ne sait pas qui est politicien et qui est journaliste. Les journalistes appellent à la marche, les journalistes appellent à la descente sur terrain, les journalistes appellent à des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Il y en a même qui organisent des matinées pour des conférences, débats, et dans le seul but d'avoir des positions politiques. En ce moment-là, on se dit, mais est-ce qu'on est journaliste ou on est politicien? Et donc, dans tout ça, il faut à un moment donné rendre ce moment salubre. Parce que la télévision et la radio ne doivent pas être des instruments de destruction. Nous l'avons dit, un journaliste n'est pas un juge, il n'est pas un avocat. C'est un journaliste. Il donne l'information et ça s'arrête là. Il fait ses investigations et ça s'arrête là. Mais si le journaliste va dépasser son cadre de journaliste pour devenir une autre personne ou un autre, en ce moment-là, le CESAC intervient. Donc, jusqu'en 2026, nous sommes en train de travailler dans ces conditions-là. Et parmi ces projets, nous sommes en train de voir dans quelle mesure, en 2025, retirer le signal à plusieurs médias. Ça, je l'annonce ici chez vous, je l'ai dit plusieurs fois. Certains médias vont se réveiller en 2025, ils n'ont pas de signal. Et surtout que parce qu'ils n'en auront pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté toute une procédure de choses. Le signal appartient à l'État. Mais justement, nous sommes l'État. Oui. Le prise de position par les journalistes sont autorisés dans des analyses traduisant justement la réalité de fait. Oui, mais il faut une distance. Il faut une distance. Une distance qui transpire la déontologie de votre métier. Lorsque vous êtes journaliste, vous avez une distance avec l'information, avec les faits. Vous ne parlez pas comme un politicien. Vous ne vous comportez pas comme un militant. Vous êtes journaliste et vous devez rester dans votre posture de journaliste. Et c'est tout ce qu'on demande aux journalistes. On ne leur demande pas grand-chose. Nous ne demandons pas aux journalistes de chanter matin, midi, soir le pouvoir. Non. Nous demandons aux journalistes de faire des critiques, de faire des analyses, de faire leur travail comme il se doit, c'est-à-dire en respectant la déontologie et l'éthique. Je ne vois pas pourquoi c'est difficile. Lorsque vous dites aux médecins, respectez votre déontologie et respectez votre éthique, les médecins ne se fâcheront pas. Mais pourquoi quand on demande à certains journalistes, parce que c'est pas tout, certains journalistes, pourquoi il y en a qui se fâchent? Parce que moi, je ne vois pas pourquoi on se fâcherait. Si on me demande à moi de respecter le code de bonne conduite de l'agent de l'État, je ne refuserai pas, je comprendrai et puis je vais m'adapter. Mais c'est lorsqu'on pense qu'on est tout permis depuis un certain temps, c'est en ce moment-là qu'on doit dire non. Mais je dois le dire, c'est une petite poignée des journalistes qui ne comprennent pas.
encore. Mais la majorité des journalistes, on n'a plus ce problème-là. Mais le CESAC interpelle les journalistes, le musicien et d'autres leaders d'opinion lorsqu'ils se méconduisent. Il le fait au même titre que la justice. On a vu Kofi, l'artiste et musicien Kofi Olomide être interpellé et entendu par vous, par votre organe, les régulateurs. Quelles sont les limites du pouvoir du CESAC? Ici, il semble qu'il y a chevauchement des attributions entre le CESAC et la justice. Oui, généralement, quand les gens ne lisent pas, ça finit par des conclusions comme ça. Et je l'entends souvent et ça me fait rire. Les gens ne lisent, encore une fois, les gens ne lisent pas. Ils ne veulent pas lire. Pourtant, c'est très simple. Vous avez la loi qui organise le CESAC qui est sur Internet. Et c'est même gratuit. Donc, je crois qu'avec une petite lecture de 2 minutes, 3 minutes, on finit par une bonne conclusion. J'entends les gens dire que vous avez convoqué Kofi Olomide. Kofi Olomide avait été invité et non convoqué. Le terme a tout son pesant d'or. Quand on invite et quand on convoque, c'est deux choses différentes. Et quand on ne fait pas la nuance de ces choses, ben c'est très compliqué. Donc déjà, tout acteur qui passe à la télévision, qui utilise le média pour informer ou pour divertir, est susceptible d'être invité au CESAC pour expliquer un contenu. Ça, c'est dans notre cadre, c'est dans notre travail. Et nous le faisons depuis longtemps, on le fait, il n'y a aucun problème. Ça, c'est depuis 2006 d'ailleurs qu'on le fait. Donc, il n'y a aucune violation de la loi en ce moment-là. Notre limite, c'est aller jusqu'au point d'arrêter les gens. On n'arrête pas les gens au CESAC. Personne n'est fait la prison au CESAC. Nous ne condamnons pas les gens au point d'aller en prison. Non, nous faisons simplement de séances pédagogiques à des gens où nous vous interdisons de passer à la télévision pendant une certaine période, selon la gravité de fait. On se limite là. Parce qu'en réalité, les gens devraient comprendre, l'ordre public à la télévision, c'est nous. L'ordre public à la radio, c'est le CESAC. C'est le CESAC qui a les cutus, qui a dans sa responsabilité l'ordre public à la télévision. Lorsque vous dites des choses qui ne conviennent pas ou qui énervent la loi, c'est d'abord nous qui voyons ça, c'est nous qui le répertorions, et c'est nous qui mettons de l'ordre dans ces conditions-là. Mais cela n'empêche pas, ça ne lie pas le parquet. Le parquet peut aussi s'auto-saisir et agir indépendamment de nous. Mais nous, ce que nous regardons, c'est le contenu. Nous, les acteurs, ce n'est pas vraiment le problème. C'est le contenu qui nous intéresse. Est-ce que vous avez dit des choses comme ça? Dans quel but? Venez nous éclairer. Et une fois que vous arrivez au CESAC, on vous pose des questions. Pourquoi vous avez dit ceci? Pourquoi vous avez dit cela? Avez-vous conscience que tel propos peut engendrer ceci ou cela? Une fois que vous vous défendez bien dans le respect de la loi, dans le respect du droit de défense, on dit ok, ben écoutez, allez-y. C'était le cas avec Kofi Olomide. Vous avez vu même après son interview, disons après son audition, Kofi Olomide s'est exprimé. Il a parlé, il a dit, ben écoutez, je savais, il y avait plus de peur que de mal. J'ai parlé aux gens, au secrétaire d'instruction, ils m'ont fait comprendre qu'il y avait ceci ou cela, tel grief et tout, puis il est rentré chez lui à la maison. Aucune sanction, aucune interdiction, aucune observation. Et dans cette émission, il y a aussi un caractère pédagogique, comme vous le savez. Ceux qui nous suivent, ils profiteront de cette occasion de votre présence à la RTGA pour justement débroussailler certaines zones d'ombre. Alors, où en êtes-vous avec la formation des journalistes sur l'éthique et la déontologie? Nous continuons à le faire depuis que je suis au CESAC. Je crois qu'on a organisé 4 ou 5 séances comme ça. C'est quand même un record parce qu'on est là il y a seulement 2 ans. Donc je crois qu'on a même... Aujourd'hui, nous sommes le 40e déjà. Le 14. Nous avons été... c'est demain qu'on aura 2 ans officiellement depuis qu'on a été désigné. Ça sera le 15 si je ne me trompe pas. Donc voilà. Nous essayons de le faire. On a fait déjà 5 séances d'encadrement et même des séances pédagogiques. Je rappelle encore que pendant la période électorale, on a eu 3 ou 4 séances comme ça. Et en dehors de ça, je crois avoir organisé, nous croyons avoir organisé, si vous le voulez, plusieurs séances dans plusieurs hôtels de Kinshasa. On a été au Grand Hôtel 3 fois, on a été au Fleuve Congo 2 fois, donc c'est dans le même but. Alors, vous me rappelez ici qu'on a constaté que le CESAC n'était plus ressenti que pendant la période électorale. Non, la période électorale était une période particulière. La période électorale était une période particulière parce que nous nous félicitons d'ailleurs que ça sera le seul moment où les choses se sont passées dans le calme. Parce qu'on a été, pour beaucoup, parce que les médias
on était très rigoureux en ce moment-là parce qu'on savait que ça pouvait partir dans tout le sens. Vous savez, quand nous arrivons, nous trouvons l'expansion de réseaux sociaux avec la présence des TikTok et plusieurs lives maintenant. On va en parler. Donc, du coup, quand on arrive, Ouais. on a trouvé ça comme condition. Alors, il fallait tenir des choses pour que les choses ne se passent pas dans le mal. Et Dieu merci, pas de guerre civile, pas de fermeture de réseau, pas de coupure d'Internet, et pas de fermeture de médias de façon intempestive, sauf les médias qui ont bravé la loi. Donc, on a essayé plus ou moins de mettre les choses au clair. Donc, je crois que c'était normal que la période électorale soit une période assez mouvementée. Mais aujourd'hui, maintenant, nous commençons à récolter les fruits. Aujourd'hui, vous allez voir que les journalistes ont quand même à l'esprit que le CESAC peut intervenir. Ce qui n'existait même plus il n'y a pas longtemps. Les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, ils savent que le CESAC peut intervenir à tout moment. Mais malheureusement, celui qui paye le frais, c'est Bossembe. Parce que c'est lui qu'on voit partout, de toute façon. C'est lui qu'on voit partout. Il a arrêté ceci, il a arrêté cela. Il était journaliste. Après, je suis habitué, donc je comprends. Je vous reviens, Président. Vous avez normal. beaucoup de questions auxquelles vous allez répondre, Il y a pas de problème. mais également des auditeurs. Entre-temps, je rappelle, notre standard, c'est le 097 30 50 850. 097 30 50 850. Je suis avec Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Posez-lui toutes vos questions. On va lire bientôt vos messages. Je signale surtout que vous êtes en direct de la 88.1 FM, fréquence radio des RTGA. Vous nous suivez également en direct à la télévision sur Canal+. Nous sommes sur Canal 365. Vous avez aussi, vous qui nous suivez à la radio, cette possibilité de nous regarder en direct de votre smartphone. Allez-y sur Play Store ou App Store. Téléchargez l'application de BlueSat, dénommée Blue OTT International. Canal 973, c'est RTGA World. Alors, Président, est-ce que vous avez le moyen de votre politique? Le moyen, c'est d'abord la volonté. Et puis, l'argent, ça vient après. Souvent, on a tendance à mettre l'argent comme le premier élément. L'argent n'est qu'une conséquence. Si vous avez l'argent et que vous n'avez pas de volonté, vous n'allez rien faire. Parce que ce n'est pas l'argent qui construit les choses. L'argent construit avec les idées. Et l'argent suit les projets, suit les idées. Donc, le moyen moraux, légaux, tout ce que vous voulez, la volonté, ça y est. Mais si vous parlez de l'argent, alors là, c'est une autre histoire. Mais d'abord, sur le principe, nous avons tous les moyens possibles pour assumer ce qu'on fait, mais après, il faut peut-être l'accompagnement du gouvernement de temps en temps, et voilà. Tout va bien au CESAC? Le CESAC, ce n'est pas, on va dire, vous n'allez pas extirper le CESAC du contexte congolais. Le CESAC évolue un peu comme le pays évolue, avec beaucoup de défis, pas beaucoup de moyens financiers, mais beaucoup de défis, et nous faisons avec, et je crois que nous tenons et ça va aller. Il y a de grincements des dents dans votre institution. Il n'y a que vous, selon les informations de notre profession, votre bureau et la plénière qui êtes rémunérés, mais vos collaborateurs, jusque-là, depuis qu'ils sont nommés, ils ne sont pas encore payés par l'État. Alors, prenons l'hypothèse qu'ils ne sont pas payés par l'État. Prenons l'hypothèse. Si c'est le cas, c'est ça la faute de qui? Pas ma faute, parce que c'est pas moi qui paye. Moi, je ne paye pas les gens. Et le CESAC n'est pas une assiette fiscale pour avoir des ressources propres. Nous n'en avons pas. Nous dépendons totalement de l'État, qui lui dispose les moyens, et nous faisons avec. Donc ça, c'est l'hypothèse selon laquelle certains agents ne seraient pas payés. Alors, mais après, est-ce que le bureau et la plénière sont privilégiés? Je ne pense pas. Parce que jusque-là, tout ce que nous avons fait en arrivant, c'est simplement de trouver des moyens pour améliorer les conditions de vie. Nous avons montré nos ambitions, nous avons présenté au gouvernement un projet, et c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Donc, si jamais il y a des gens qui ne sont pas payés, ça ne sera pas la faute du bureau ou de la plénière, mais plutôt du gouvernement. Et moi, en tant que chef de corps, ce n'est ni les lieux, ni l'endroit pour me plaindre. Je ne fais pas partie de ceux qui se plaignent à la télévision. Je pense que s'il y a des soucis, je sais qui je dois voir et comment on va résoudre le problème. Le président n'est pas aussi plaintif. Est-ce pour autant qu'il ne doit pas aussi se mobiliser pour donner solution au problème de ses collaborateurs? C'est ce que nous faisons tous les jours. Mais comme vous le savez, donc, je ne peux pas faire au-delà de ce que je fais déjà. Parce qu'après, il y a toujours des problèmes, ça arrive toujours, mais nous essayons de faire de notre mieux et je suis convaincu que le gouvernement comprendra que la perception que l'on a du CESAC, la conception que l'on a du CESAC dépend aussi des moyens qu'on alloue à cette institution.
Ce sont des Congolais, les régulateurs, vos collaborateurs, ils nous suivent, ils sont nombreux en ce moment même. Quelles sont les garanties ou les assurances que vous pouvez leur donner dans cette émission concernant leurs préoccupations? C'est ni les lieux, encore une fois, ni les lieux, ni l'endroit. Si j'ai besoin de parler à mes collaborateurs, je vais les inviter dans un cadre professionnel et je leur dirai ce qu'il faut. Et d'ailleurs, ils savent ce que je pense d'eux. Et nous savons tous que nous sommes plus forts que ce qui nous arrive. Nous allons finalement dépasser cela. Et je crois que c'est très important de garder la tête haute et de continuer à travailler, à donner le meilleur de nous. Parlons de coordination provinciale. C'est un problème. Il y a un problème, c'est que nous connaissons déjà. Plusieurs coordinations en province ne fonctionnent pas. Ouais. Pourquoi? C'est un peu comme plusieurs parquets en province. C'est un peu comme plusieurs institutions du pays en province. En fait, c'est pas que le CESAC. Allez-y en province, regardez comment l'État est représenté là-bas. Si déjà c'est une partie de l'Église catholique qui paye certains agents de l'État dans certaines parties du pays, ne venez pas donner des leçons au CESAC. Donc le problème, encore une fois, le problème il est macro. Le problème il est dans sa globalité. Absolument. Je crois qu'il faut, c'est à nous maintenant de reconstruire notre pays et de voir dans quelle mesure on peut orienter les choses. Lorsque je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu que le pays, par exemple la Côte d'Ivoire, était pratiquement comme nous, avec des coordinations provinciales par-ci par-là. Mais à un moment donné, pour pallier à ces choses, ils ont dû rapatrier ces choses. Ça veut dire qu'ils ont supprimé les coordinations provinciales, ils ont rappelé les coordonnateurs provinciaux au niveau de la province pour qu'ils deviennent des analystes observateurs. Et ça permet à ce que vous puissiez régler le problème de temps, parce que ce problème de coordination provinciale, c'est un problème de démembrement, tout simplement. Le rapprochement des administrés aux administrants, c'est tout simplement cela. Aujourd'hui, avec le numérique, on n'a vraiment plus besoin. Disons, la notion du démembrement a changé avec le numérique. Donc, avec le numérique, on peut résoudre les choses. Vous avez, et ça, je crois que c'est Pédi Pereira qui pourra comprendre, si vous avez un faisceau ici et puis un faisceau de l'autre côté, ça vous permet de capter tous les signaux en province, alors que vous êtes ici, vous n'avez même pas besoin de bouger. Vous êtes ici, au niveau de Kinshasa, et vous captez toutes les radios sur place. Et s'il y a des recommandations à faire, vous le faites à partir d'ici. C'est le cas de la France, c'est le cas de la Belgique, c'est le cas du Maroc, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Sénégal, c'est le cas de plusieurs autres pays. Donc c'est aussi la question qu'on se pose, pourquoi on ne va pas changer notre loi pour le faire? Je ne parle pas du changement de la Constitution, je parle de la loi organique du CESAC. Alors, Président, dans les provinces où il n'y a pas de coordination du CESAC, ce sont les gouverneurs, ce qu'on entend, qui font la loi. Ils ferment les médias quand ils veulent. Comment gérez-vous cette situation? Alors, encore une fois, le problème, il est, comme je l'ai dit, cher Christian, le problème, il est global. Les gouverneurs, comment se comportent-ils? Mais parce que vous êtes à Kin, cher Christian, faites un tour en province. Moi, j'ai grandi en province. Les gouverneurs sont des rois là-bas, c'est des rois attelés. Ils sont des rois attelés, ils marchent sur la loi, ils font ce qu'ils veulent. Ils ferment des radios matin, midi, soir, et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut renforcer ce cadre de concertation entre l'institution CESAC et les provinces. Parce qu'il faudrait que les radios en province bénéficient de la même liberté que les radios ici. Mais ce que je peux vous dire déjà, depuis que nous sommes au CESAC, il faut le dire, plusieurs médias connaissent une certaine liberté en province. Mais alors, parce que les gouverneurs savent qu'il y a un président du CESAC, voilà, donc si vous allez en l'encontre, si nous apprenons qu'un média a été fermé, le gouverneur, il est tout de suite rapidement rappelé, quoi. On le rappelle, on dit au gouverneur, vous n'êtes pas le président, vous n'êtes même si vous étiez le président, vous n'allez pas marcher au-dessus de la loi. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, en province, on a ce problème-là. Mais un autre problème, c'est encore une fois un problème de planification. En fait, le CESAC, c'était 11 coordinations. Non, 10 coordinations, plus Kinshasa, ça faisait 11 coordinations. Déjà avec les 10 coordinations à l'époque, avant qu'on arrive au CESAC, déjà avec les 10 coordinations, ils avaient du mal à nouer les deux bouts du mois. Il y avait des coordinations qui n'avaient pas de locaux, qui n'avaient pas de bâtiments. D'ailleurs, même ici, au niveau central, on a des problèmes. Alors, à partir de quel moment vous allez basculer des 10 que vous n'arrivez pas à entretenir à 26? À un moment donné, on se dit, mais c'est quoi ce saut dans le vide? C'est exactement avec le démembrement.
vous avez 11 provinces que vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas à administrer convenablement, et un matin vous vous réveillez, bon, c'est 26 provinces maintenant. C'est ainsi que vous avez, comme parfois, des assemblées provinciales qui n'ont pas des locaux, et ainsi de suite. Donc le problème, il est, encore une fois, global. Il faut ne pas sortir le CESAC de ce problème global pour comprendre la complexité de la question. Mais pour ce qui est de notre cas, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut résoudre ce problème-là. Est-ce le numérique va résoudre le problème ou une nouvelle approche? C'est ce que nous pensons faire. En parlant justement du numérique, je m'en vais directement épingler la révolution numérique face à l'afflux de médias sociaux. Aujourd'hui, nous avons de personnes qui sont assimilées même aux médias, qui ont plus de followers, plus d'1 million, 2 millions d'abonnés. Alors comment gérez-vous justement le flux de médias sociaux? Nous avons, quand je suis arrivé, nous nous sommes rendus compte que les réseaux sociaux allaient vite, plus vite qu'on pouvait l'imaginer. Donc on a pris d'abord une directive sur les réseaux sociaux. Mais cette directive, elle est inefficace. Donc on repart avec la loi maintenant, et c'est ce que nous sommes en train de penser faire. Donc quand on va revoir la loi, notre loi du CESAC, nous allons intégrer de façon claire et précise la loi de 2011. Oui, la loi de 2011 que nous allons réviser. Et quand on va la réviser, vous allez vous rendre compte que nous avons pris en compte certaines réalités. Par exemple, lorsque vous avez déjà un compte qui dépasse 15 000 abonnés, vous n'êtes plus un compte privé. Un compte public. Non, vous êtes devenu un compte public parce que vous avez 15 000 personnes que vous atteignez. Et quand vous avez 100 000, 200 000 personnes, 300 000 personnes, alors là, c'est une autre histoire. Parce que déjà, à partir de 10 000, vous n'êtes plus un compte privé. Vous devenez un compte public. Et tout ce que vous faites aura de l'impact. Et nous avons évolué quand j'étais aux États-Unis avec certains opérateurs, avec Meta, TikTok et les autres. On a eu plusieurs rencontres avec eux aux États-Unis, en France et même en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes dit que pour régler le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut 3 éléments. Le premier élément, cher Christian, c'est d'abord de reconnaître que nous sommes un pays atypique. Vous avez 4 langues nationales et vous avez des patois importants dans ce pays. Parce que je peux vous assurer, cher Christian, si vous allez à Basankusu, on parle pas lingala parfois. On parle mongo. On parle kimongo. Ouais. Et le kimongo que les gens parlent là-bas, ça suffit pour détruire tout un pays si jamais c'est mal fait. D'accord? Si jamais c'est mal utilisé. Parce que le plus grand problème, c'est celui-là. La radio 1000 collines, on ne parlait pas en anglais. On ne parlait pas en français, on parlait en Nyarwanda et ça embrasait le Rwanda, ça embrasait le pays. Donc nous aussi, nous sommes dans les mêmes conditions. Et ce que nous avons dit à TikTok, c'est que nous allons travailler. On a dit à TikTok, on a dit à Meta et nous avons dit à Twitter la même chose. Nous leur avons dit, écoutez, nous allons vous donner un lexique de mots-clés que vous allez devoir programmer dans votre médiation. Lorsqu'un Congolais va citer ce mot-là, ça doit cliquer en rouge pour que ça puisse vous aider à comprendre le contexte dans lequel ce mot-là a été employé. Et c'est ça qu'on va régler le problème finalement. C'est pourquoi vous allez voir que certains médias, comme je l'ai dit, certains comptes TikTok vont être tout simplement désactivés. Désactivés d'eux-mêmes parce qu'à un moment donné, quand vous aurez accumulé des choses, on ne va plus vous laisser passer. Nous avons demandé à TikTok et Facebook et Twitter de supprimer les comptes de tous ces terroristes comme Nanga et tous ces affidés. Nous l'avons déjà dit. Donc, probablement en 2025, oui, en 2025 tout au début, ou tout, je ne sais pas comment le temps que ça prendra, parce qu'après c'est la technique, nous leur avons demandé de déconnecter tous les comptes qui font la promotion et l'apologie de la guerre, et l'apologie de la rébellion, l'apologie de tout ce que M. Nang est en train de faire. Et ça, TikTok nous l'a rassuré. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui perdons. C'est nous qui devons donner le conseil à l'État. Si le jour où nous allons estimer que TikTok ne suit pas nos consignes, Meta ne suit pas nos consignes, on va demander au gouvernement de supprimer TikTok, de supprimer, de bannir TikTok chez nous, de bannir Meta chez nous. On a banni Twitter au Brésil par un seul juge de la Cour constitutionnelle. Donc on peut faire ça aussi chez nous. Donc tout est question de voir ce que nous voulons. Donc voilà les 2 éléments que l'on a pris en compte. Mais aussi la délinquance sur les réseaux sociaux. Nous avons demandé à TikTok de revoir sa politique de médiation. Parce que c'est là où il y a les problèmes. On a dit à TikTok, nos enfants sont exposés. Parce que les algorithmes que vous utilisez en Chine, au Japon, ne sont pas les mêmes algorithmes que nous utilisons ici. Ici, un enfant de 8 ans peut avoir TikTok. En Chine, impossible. Un enfant de 8 ans n'a pas TikTok. Il ne peut même pas. Parce qu'il ne peut pas s'enregistrer comme adulte. Ce n'est pas possible. Il suffit qu'il entre son nom, ça rentre dans la base des données, ça renvoie qu'il a menti.
Mais ici, chez nous, on vous dit, ben écoutez, vous pouvez ouvrir TikTok comme vous voulez. Et n'importe qui, même un enfant de 4 ans ou de 5 ans, il suffit qu'il sache utiliser le téléphone, il ouvre un compte. C'est inadmissible. Et nous leur avons dit, ça ne se passera plus comme Donc, ça. vous avez du pain sur la planche. Ouais, mais c'est à vous de voir, c'est à vous de décider. Et donc, Et nous décidons d'en faire le pain pour manger. d'ici 2026, vous nous rassurez tout de même que vous aurez le total contrôle sur les comptes publics des réseaux sociaux. Mais d'ici 2026, oui, c'est un peu plus loin, mais nous travaillons pour que ça se passe bien. Le problème, encore une fois, c'est un problème interne, cher Christian. C'est la perception, je répète encore cela, c'est la perception du gouvernement, c'est la perception que le gouvernement a de l'institution CESAC. Aujourd'hui, avec les médias, nous sommes une frontière. Le média, ce n'est plus comme avant. Les médias représentent aujourd'hui un véritable danger, mais aussi un véritable atout. Tout dépend de comment vous l'utilisez. Parce que la guerre aujourd'hui, elle est médiatique. Lorsque je vous parle de 600 robots utilisés par le Rwanda via la Belgique, ils sont, je ne dis pas que c'est le pays de la Belgique, ils sont logés là-bas, on connaît, ils sont logés en Belgique, tantôt en France, à Kigali. C'est des réseaux, c'est un réseau. Ils ont une stratégie simple, ils ont les noms congolais. Mais c'est des robots. Ils s'appellent Kazadi, ils s'appellent Loanga, ils s'appellent Longe. Mais c'est des gens qui n'existent pas. C'est des robots. Mais à qui on a donné des noms de Congolais dans le seul but de détruire l'image de la République démocratique du Congo. Comme ça, quand les gens vont suivre, ils vont voir, mais ce sont les Congolais qui attaquent le régime. Alors qu'en réalité, ce n'est pas des Congolais, c'est des robots. C'est ce qu'on appelle souvent les robots communicants. Alors, il faut travailler. Il faut travailler sur la question pour régler ce problème-là. Mais là, encore une fois, je rappelle encore, il faut des moyens. Tant que vous n'avez pas les moyens pour résoudre ce problème-là, ça ne marchera pas. Parce qu'avec TikTok, c'est quoi, cher Christian? Avec TikTok, vous faites 5 réunions, parfois dans un mois, et dans des pays différents. C'est-à-dire, vous êtes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis dans 2 semaines, vous êtes en Croatie dans 3 semaines, et vous êtes à Dubaï dans l'autre semaine. Alors, il faut avoir le moyen pour vous déplacer, pour aller dans chacun de ces rendez-vous. Mais lorsque vous arrivez, comme moi j'arrive par exemple, dans des grands rendez-vous, nous trouvons qu'on a une dette depuis 2011. Et donc, on n'a même pas le droit à la parole. Alors, le problème, il est où? Le problème, il est dans notre perception. Qu'est-ce que nous voulons de notre structure? Est-ce que nous voulons que la structure évolue? Est-ce que nous attendons des résultats? Tout dépend de ce que nous pensons. Donc, voilà un peu plus ou moins les défis que nous avons. Et avec TikTok, avec les autres, ils ont, je pense, compris. Et d'ailleurs, la dernière réunion que nous avons eu à avoir, c'est il y a 6 heures. Parce que c'était à 10 heures qu'on a eu cette réunion avec nos partenaires de TikTok qui sont venus de l'étranger. Donc, du coup, nous disons qu'avec ça, si nous faisons bien les choses, j'espère que toute cette délinquance, toute cette immoralité que vous avez vue et que vous continuez à voir sur les réseaux sociaux, vous risquez de ne plus le voir. Nous avons organisé il n'y a pas longtemps, je ne me rappelle plus du mois, mais on a organisé une cérémonie, si vous voulez, un atelier avec les TikTokers, où on leur a décerné ce que l'on a appelé la citoyenneté numérique, pour leur dire combien de fois ça représentait quelque chose pour nous. Et ils ont été conscientisés. Mais bon, après, vous savez, si ça tombe dans les bêtises, ça tombe dans les insultes, ça tombe dans les attaques privées, ben on n'hésitera pas d'agir. Christian Bossembe est compté parmi ceux qui incarnent désormais la censure et la volonté de museler la presse au Congo. Êtes-vous une caisse de résonance du pouvoir? Ça, ce sont des termes que les gens racontent souvent. Et encore une fois, c'est quand on n'a pas beaucoup lu qu'on va dans ces conclusions. C'est pas moi qui l'ai dit. Dans ces conclusions-là. C'est qui dit ça? Je m'épanche sur les rapports annuels de GED qu'il a dit, les récents. Je vais lire ici un extrait de ce rapport. Les graves décisions qui ont été prises dès le début de cette année, en février 2024, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, notamment d'interdire aux médias de diffuser les informations en rapport avec la rébellion dans l'Est de la RDC, de ne plus diffuser des débats ou des émissions à téléphone ouvert à propos des opérations militaires ou même d'interviewer les forces dites négatives constituent des actes de censure qui violent des droits garantis par la Constitution. Quels sont les droits garantis par la Constitution? Où est-ce que dans la Constitution on a dit qu'il fallait interroger les rebelles et les terroristes? C'est écrit où? C'est des histoires que les gens racontent en fait. Il ne faut pas suivre ça, cher Christian. Il ne faut pas suivre ça. Regardez, lorsque dans votre émission, vous voulez parler de la santé publique, je ne suis pas habilité à vous poser des questions, mais aidez-moi juste à comprendre. Lorsque vous voulez parler de la santé publique, vous invitez qui sur votre plateau?
Un expert en matière de Mais c'est tout santé. simple. Mais c'est tout simple. Hein. Est-ce que c'est mal de dire aux journalistes, si vous voulez parler de l'armée, invitez les experts? Est-ce que c'est mal? En quoi est-ce que ça viole une seule liberté individuelle ou un seul droit fondamental? En fait, les gens sont habitués à ça, aux propos comme ça, à des génériques, voilà, à des histoires inutiles. Mais le problème ici, c'est que l'ordre et la discipline sont fondamentaux. L'ordre et la discipline sont fondamentaux pour un pays. On ne peut pas se développer sans la discipline. Mon cher frère, vous ne pouvez pas dire tout comme vous le voulez. Ça n'existe nulle part. Regardez les chaînes françaises, regardez les chaînes anglaises, les chaînes françaises, et même américaines, regardez. Ils ont toujours des experts sur le plateau. Toujours. Jamais on va inviter un journaliste, juste journaliste, pour venir commenter une question de la sécurité. Non. Vous allez voir, ça sera un ancien général, ça sera un ancien policier, un ancien. C'est des gens qui connaissent ces choses. Mais chez vous au Congo, chez nous au Congo si vous voulez, le journaliste peut parler de l'épidémie Ebola hier, et aujourd'hui il parle du vaccin, il contredit même, M. Mouyembe. Et vous dites, mais vous avez déjà fait quoi dans la vie? Oh non, moi j'étais maçon. Mais à partir de quel moment un maçon commente les questions des vaccins? À un moment donné, il faut qu'on ait des limites. C'est aussi important. C'est aussi ça, l'humilité, de reconnaître ses limites. J'ai été dans ceci, je me limite là. Nous disons aux journalistes, si vous voulez parler des questions de l'armée, invitez les experts militaires. On ne leur a pas dit de faire la propagande du gouvernement, non. Mais après, nous leur avons dit ceci. Nous n'acceptons pas que dans l'espace audiovisuel congolais, qu'on donne la parole aux terroristes. Le problème ici, c'est que ceux qui font la guerre à l'est de la République sont des terroristes. Ce n'est pas des Congolais ordinaires, c'est des terroristes. Citez-moi un seul média français qui a déjà donné la parole aux kamikazes ou qui a déjà donné la parole aux djihadistes. Un seul média. Et puis on arrête là. Est-ce qu'il y a déjà eu un média congolais qui a donné des paroles aux terroristes? Ah, puis alors pourquoi ils vont se fâcher si on dit de ne pas donner la parole? Donc les gens se fâchent pour un inexistant. Donc c'est une chose qui n'existe pas. Donc si on vous dit ne mourrez pas, vous vous fâchez. Parce que vous dites pourquoi ils nous ont dit de mourir? Est-ce que vous êtes déjà mort? Mais je ne comprends pas. Pourquoi les gens se fâchent pour des choses qu'ils n'ont pas encore expérimentées? Il semble que votre décision avait propension à interdire le média à ne pas parler de conquête, ou soit de la progression de l'ennemi qui gagne du terrain de plus en plus. Mais mon cher frère, revenons sur ce qu'on dit là. Donc vous pensez qu'on est dans un état et nous allons laisser des journalistes ou des gens parler des exploits des terroristes? Donc, revenons dans un contexte simple. Donc, dans votre maison, vous accepterez que votre enfant parle de comment on a violé votre fille. Et il parle librement. Et il discute même de ça. Vous allez trouver ça normal? Vous allez dire non, ça suffit, on n'en parle pas. Nous faisons un effort de détruire, d'arrêter cette propension-là. Vous êtes ancien journaliste, vous savez pertinemment bien. La crédibilité d'un journaliste est fonction de sa neutralité, de son objectivité. Mais oui, mais dites ça en France alors. Dites ça en France, dites ça aux États-Unis, dites ça en Russie. Pourquoi ça doit être appliqué ici chez nous et pas chez les autres? Non, le problème est ailleurs. Le problème, c'est que nous disons dans un État, les restrictions sont imminentes dans un État en guerre. Lorsque l'Amérique était dérangée, on a sorti ce qu'on appelle le Patriot Act. Aujourd'hui même, la loi permet aux gens, la loi nous autorise de marcher, votre liberté, et ainsi de suite. Mais pourquoi lorsqu'il y a l'état des sièges, on restreint votre liberté? Mais c'est circonstanciel. Nous disons seulement pendant cette période-là, nous ne voulons pas que vous puissiez donner la parole aux terroristes. Mais informez si vous pouvez. Informez, mais dans vos informations, basez-vous sur les rapports des experts. Parce que si vous ne savez pas, si vous ne vous basez pas sur le propos des experts, vous risquez de déformer les gens. Et quand on parle expert, les gens pensent que quand on dit expert, on parle des membres du gouvernement. Non. Un expert ne peut pas forcément être membre du gouvernement. Un expert peut même être opposant. Un expert peut même être quelqu'un que vous connaissez, qui n'aime pas le pouvoir. Mais c'est un expert. Quand il parle, il a la légitimité de la question. On n'a pas demandé aux journalistes d'aller chercher des gens qui vont parler, chanter la gloire du pouvoir. Non. Vous savez, le GED, dans l'esprit du communiqué de ce rapport de GED, c'est justement que la liberté d'opinion et des pensées est consacrée par la Constitution. Oui, mais qui a violé ça? Mais lorsque vous orientez le travail des journalistes... Ah donc, il faut laisser les journalistes faire ce qu'ils veulent. C'est ça la liberté. Donc, on laisse les journalistes faire ce qu'ils veulent. Donc, comme vous êtes là,
Vous pouvez commencer à raconter ce que vous voulez. Donc, vous pouvez prendre votre téléphone, vous appelez Nanga, dit Oguzombo comme colonie, Oguzombo lobby. Et ça passe à la télé, à la radio. Et ça, c'est la liberté. C'est ça. Donc, la liberté d'un journaliste, c'est de dire, par exemple, tel a volé, Moutona Ibaki, Sony. Donc, ça, c'est aussi le travail des journalistes. Non, le problème, c'est que le problème, il est ailleurs. Nous, les CESAC, notre but, c'est de permettre aux journalistes de travailler calmement et d'œuvrer dans le meilleur des conditions. Nous avons demandé à l'armée de mettre à la disposition de tous les journalistes les informations nécessaires pouvant les permettre de les rendre publiques. Nous avons demandé à l'Assemblée nationale et au Sénat, à toutes les institutions de la République, d'ouvrir les portes et d'apporter des réponses aux journalistes qui en ont besoin. Si un journaliste a besoin de connaître quelque chose, il faut que les institutions leur accordent cela. Parce que si les institutions ne le font pas, ben, vous allez donner la place à quelqu'un d'autre. La preuve, mes chers Christian, mais c'est contradictoire même votre démarche, regardez. Moi je suis ici, je suis président du CESAC. Vous avez bien voulu parler du CESAC aujourd'hui. Absolument. Mais pourquoi vous n'avez pas invité un professeur d'université qui a fait l'IFASIC pour venir parler du CESAC parce qu'il est journaliste? Pourquoi vous n'avez pas invité ces gens qui ont fait les rapports pour venir parler du CESAC? Pourquoi vous invitez le président du CESAC? Parce que vous estimez que j'ai la légitimité du sujet. Et du coup, quand les gens suivent votre émission, ils vous prennent au sérieux. Ils disent, bon, voilà, les journalistes, il a cherché quelqu'un de la source. Mais pourquoi, quand vous voulez parler de l'armée, vous invitez les maçons? Vous voulez parler de la guerre et vous invitez des tradis praticiens pour venir parler de la guerre. Il va parler de quoi là-bas? C'est ainsi que vous avez des discussions dans vos plateaux de télévision où quelqu'un dit Rwanda Kutalingi a annexé Minembwe. Mais quand vous prenez la carte, vous regardez là où se trouve Rwanda, là où se trouve Minembwe, vous dites mais ça c'est la sorcellerie à la fin. Donc ça dit que les gens racontent des histoires parce qu'on ne se cultive pas. Et on est dans un pays où on connaît tout. C'est ça le problème, les nyonsologues. Ces gens peuvent dire tout sauf ce qu'ils doivent dire en réalité. Et c'est là notre combat. Les journalistes qui font bien leur travail, on n'a pas de problème. Je les applaudis tous les jours. Mais ceux qui ne font pas leur travail, les fake newsers, ceux qui sont dans le buzz tous les jours, alors on dit non. Ceux qui sont dans les attaques personnelles, ceux qui sont dans la dépravation de mœurs, ça on dit non. Ceux qui s'insultent à la longueur des journées, ben alors dites-moi, comment un journaliste peut se mettre à insulter un musicien comme si lui était musicien? Ben, à un moment donné, il faut choisir son truc. Mais un autre élément, Oui. Vos grilles des programmes, c'est ce qui m'étonne aussi. Je veux qu'on en parle d'ailleurs. Oui, Maintenant. la grille des programmes des journalistes. oui. Vous savez, c'est parce qu'on est seulement un peu clément, bon, on laisse tomber, on laisse passer certaines choses. Si nous devons être rigoureux, on n'en aura pas plus de 5 médias au Congo. Je crois Est-ce que vous savez Oui, que oui. les chaînes au Congo, dans la plupart des cas, les émissions n'ont pas d'heure de début et n'ont pas d'heure de fin. Tout dépend de l'humeur du journaliste ces jours-là et du technicien. Je crois Ça que- dit tout dépend de ceux qui s'entendent. Il dit même, si quelqu'un m'a dit 10 minutes, mon boy, là, mais t'as vite fait. Mais vous nous avez communiqué au CESAC. Vous avez dit votre émission commence à 15h et s'arrête à 17h. Mais à 17h15, votre 15h40. émission fait quoi encore? Alors, Président, Christian Bossembe, là, vous m'avez d'ailleurs, vous avez anticipé ma question. Oui. Je voulais dire qu'on vous traite un peu de complaisant face à, en ce qui concerne la rigueur. Soit vous avez parlé ici de contenu des médias. Vous semblez complaisant face à certains programmes très suivis qui n'ont pas de cahier des charges. Comme quel Ben, je programme? ne suis pas ici pour citer des programmes. Ben, si on pouvait nous donner un seul programme, je vous dirais quoi? C'est peut-être mieux. Mais la grande question, est-ce que vous êtes sûr que votre émission est connue au CESAC? Vous, votre émission que vous présentez là. Vous êtes sûr que si je demande à mes services de me trouver la grille de programme et tout ça, on trouvera? Est-ce que vous êtes sûr qu'on trouvera que ça commence exactement à 15h combien déjà? 15h40, 17h. Ah oui, On débrief. est-ce que je comprends? Est-ce qu'on aura ça? Est-ce que vous avez signalé que votre émission est à téléphone ouvert? Parce que c'est ça aussi le problème. Non, c'est Vous pas nous avez- téléphone, mais c'est avec le message. Je Voilà. signale, depuis que nous présentons cette émission et de tous les journalistes, nous n'avions jamais connu d'ennui. Nous sommes suivis et même par le service, on nous passe au peine fin et seulement que nous faisons des Attention, cher Christian. Et même Ce n'est- le attention, CESAC cher Christian. également. Attention, cher Christian. Ce n'est pas parce qu'on n'arrête pas un voleur qu'il n'est pas voleur. C'est peut-être parce que les policiers sont distraits. Les jours on l'arrêtera, on l'arrêtera. Donc ne vous en faites pas sur la question. Donc je vous dis tout simplement que certains médias fonctionnent en dehors de la loi. Eux-mêmes. Bon, banaki l'émission bandit, et bien émission bandit. Et puis bon, ça commence. Bon, banaki l'émission sous qui le loi. Mais et puis, mais franchement, à un moment donné, il faut qu'il y ait des limites. Vous avez dit vous savez, si nous devons suivre ça à la loupe,
On ne gardera pas beaucoup de médias. Les cahiers des charges que vous avez donnés au ministère de la Communication, vous avez promis de les respecter. Je ne parle pas de vous, pas RTG, je parle des médias en général. Vous avez promis 12% de la culture. 12% de la culture. Ou 15% de la culture. Mais quand nous venons regardez maintenant. Mais on verra qu'il y a peut-être 2% seulement. Mais écoutez, toutes les émissions sont les mêmes. Vous commencez tous avec les chansons chrétiennes le matin, tous. Un peu comme si la nation était en train de prier. Tout le monde, ce sont les émissions, les chansons chrétiennes. Les chansons chrétiennes. Après, émission matinale, tout le monde, émission matinale. Après, les émissions politiques commencent. Vous avez des chaînes qui ont plus de 7 émissions politiques. À un moment donné, même le Parlement n'a pas autant de sessions parlementaires. Une chaîne qui a près de 7 émissions politiques. Et vous parlez de la même chose. Entre-temps, le contenu, vous en faites quoi? L'éducation est où? Les documentaires éducatifs. Il y a des sujets importants sur l'intelligence artificielle, vous le savez. Ça arrive aujourd'hui en grande pompe. Il faut former nos enfants par rapport à cela. Beaucoup de métiers vont fermer. L'IA est en train de faire fuir beaucoup de métiers. Le caméraman, les comptables, les avocats, les médecins. Beaucoup de métiers sont en danger à cause de l'IA. Mais pourquoi les médias ne seraient-ils pas en train de travailler pour préparer l'opinion à cela? On a beaucoup de choses. Une fois, je vous raconte une histoire, cher Christian, si vous me permettez. Je rencontre un monsieur qui est directeur de programme dans une chaîne de télévision. Alors, on l'a accusé pour dire, écoutez, vous diffusez des choses, vous diffusez des contenus illicites. Parce que ça aussi, c'est notre problème, le piratage. La piraterie, pardon. Beaucoup de chaînes de télévision sont dans la piraterie ou dans le piratage. À ciel ouvert. Ils diffusent des chansons, ils diffusent des films, ils diffusent des programmes qui ne leur appartiennent pas. Et ça, le CESAC devrait en principe se saisir de cela. Mais imaginez-vous si je me mets à le faire. Est-ce que Christian sera vraiment en vie? Vous voyez combien ça va se passer? Donc, regardez. Alors, maintenant, je dis aux messieurs, mais on vous accuse parce que vous avez diffusé un documentaire sur le pygmée. D'accord? Alors, je dis à messieurs, écoutez, les pygmées, ils sont où? Les pygmées sont au Bandundu. Dans le Bandundu, ils sont à l'Équateur, ils sont un peu partout. Donc, avec $150, vous payez un billet, aller-retour, ça fait 300. Donc, avec un petit budget de $700, vous avez un documentaire fait. Un documentaire complet. Parce que ce ne sont pas les caméramans qui vous manquent. Vous avez Pedi Pereira, vous avez Kyodo, vous avez des gens qui peuvent faire ce boulot. Mais c'est justement donner le moyen, peut-être $700, peut-être $1000. Ils vont aller faire. Ils font. Et puis avec la capacité des Congolais, comme quelqu'un me disait, un Congolais, quand il va faire le documentaire de la nourriture, ne vous en faites pas, il fera le documentaire des maisons aussi, en même temps. Donc, ça veut dire que vous avez une base de données importante, vous amenez, vous faites vos propres documentaires originaux. Et peut-être que ces grandes maisons de production peuvent les acheter. Mais le problème, c'est d'un côté l'ambition, et de l'autre côté, vous avez aussi un problème de l'État, ça c'est vrai, la subvention. Parce que l'État devrait subventionner les médias. Mais c'est ça notre programme de 2025. Nous avons demandé à l'État de subventionner les médias. Mais quels médias? Pas tous les médias. RTGA, je ne parle pas de vous parce que je viens d'ici. Mais je dis par exemple RTGA. Mais RTGA, c'est tout un complexe. Vous avez des maisons, vous avez un personnel, ainsi de suite. Vous avez un programme, vous avez tout ce qu'il y a comme média, vous avez tout pour être un média consultatif. Mais vous allez rivaliser avec un laptopeur. Un monsieur qui n'a que son ordinateur comme télévision. Et lui aussi, il a un média. Et lorsque vous appelez les patrons de médias, il vient aussi. Et puis il s'assoit, et puis il prend même parole. Mais il engage combien de personnes? Zéro. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait la musique du matin au soir. Et des films de piratage. Alors, lorsque maintenant un annonceur veut vous avoir, vous, RTGA, il vous demande qu'est-ce que vous pouvez, vous dites à cet annonceur, moi c'est $15 000 le mois, ben l'annonceur va chez ce monsieur de laptop qui ne demandera pas grand-chose. Le monsieur dit, écoute, je peux diffuser ta publicité, mais donne-moi $200. Et l'annonceur va chez ce monsieur-là, chez ce monsieur de $200. Donc pour que vous puissiez travailler convenablement, il faut que l'on commence d'abord à retirer les signaux de ce monsieur-là de $200. Parce que lui, il n'a pas d'exigence. Il ne fait absolument rien. Et pour laisser des médias comme vous vivre, il faut que les petits médias qui n'ont pas de référence, qui ne respectent aucune procédure, qui n'ont aucune existence légale, il faut que ces médias-là commencent à être retirés. Et c'est ça notre travail qu'on est en train de faire. Alors, est-ce que ce n'est pas ambitieux cela? Est-ce que ce n'est pas un moyen d'applaudir en disant, en tout cas, M. Bosembe, vivez même longtemps? Mais au lieu de faire ça, ben, les gens... Christian Bosembe, parlons maintenant du programme Bachelor et la chaîne Canal Pop que votre institution, le CESAC, avait décidé de fermer. Une première déconvenue, si on peut le dire. Première humiliation. Le Canal Plus a pu casser cette décision au Conseil d'État et qui a finalement eu raison de vous.
Ouais, mais écoutez, le problème moi je suis un légaliste, d'accord? Je suis juriste d'abord et je suis enseignant, j'enseigne le droit. Je ne peux pas me mettre à me battre avec une autre institution de la République. Encore une fois, s'il y a des choses à dire, des choses à reprocher, je veux le faire. La présidente de la Cour du Conseil d'État, c'est une dame formidable que je connais personnellement. Donc s'il y a des problèmes, j'irai la voir. Je disais, mais comment vous avez ce courage de le faire? Je leur ai dit non, mais c'est abrutissant comme programme. On ne peut pas laisser nos jeunes femmes, nos jeunes mamans, nos jeunes enfants suivre des programmes abrutissants comme celui-là. Et nous avons pris la décision en âme et conscience de suspendre Bachelor. Mais si la boîte estime que, bon, ils veulent aller en référé, ben c'est tout à fait logique. C'est même ça l'exercice démocratique. Et le Conseil d'État, tout en étant indépendant, parce que c'est la justice, estime que, bon, le CESAC, vous n'avez pas respecté telle procédure ou telle autre procédure, et au nom de cela, nous suspendons les effets de votre décision. On n'a pas annulé la décision du CESAC. On a suspendu les effets de la décision. Parce que c'est ça aussi le principe du référé liberté. Les référés liberté, c'est justement pour permettre à un requérant de bénéficier de la plénitude de ce droit lorsqu'il estime qu'un de ces droits a été dérangé. Ça a été le cas. Donc, est-ce que vous voulez que je vienne me fâcher à la télé? Non. Selon Canal+, ce n'était pas de sa faute, c'est plutôt les abonnés qui devraient bien prendre soin de faire usage de code parental. Est-ce que vous n'avez pas tenu compte de tous ces facteurs avant de prendre votre décision? Non, mais c'est totalement faux. Totalement faux. Est-ce que cette chaîne, quand vous l'ouvrez, on vous propose le code parental? C'est free. Quand vous l'ouvrez, c'est fini. Vous êtes directement en accès. Au contraire, on aurait pu demander d'ailleurs à Canal+, pour dire non, c'est à vous de mettre le code parental déjà à partir de chez vous là-bas. Comme ça, les parents vont avoir la responsabilité de coder, s'ils peuvent coder. Ça, ils ne l'ont pas fait. Deuxième élément, cher Christian, un enfant de 12 ans français n'est pas un enfant de 12 ans congolais. Donc, ce que eux disent, la signalétique, qui disent moins de 12 ans, moins de 13 ans, c'est par rapport à leur culture, à eux, pas à notre culture, à nous. Si la France estime que leurs enfants de 8 ans, de 9 ans peuvent voir les femmes en sous-vêtements, nous estimons que nos enfants de 9 ans et de 12 ans ne peuvent pas voir ces choses-là. Donc, ils ne peuvent pas venir nous imposer et leur contenu et leur culture. Il faut bien qu'il y ait des gens qui disent non. Et nous avons été parmi ceux qui avaient dit non. Et nous avons dit non jusqu'aujourd'hui. Et je peux vous assurer, cher Christian, je ne regrette pas la décision. Je ne la regrette pas. Même s'il fallait la refaire 1000 fois, je la referai. Donc, je peux vous rassurer. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On a respecté la procédure. On a suivi le conseil on a suivi le conseil du Conseil d'État. Et on va aller jusqu'au bout de la question. C'est pas une déconvenue. Hein. Non, pas du tout. Hein. Vous savez, ceux qui ont exercé déjà des fonctions sauront. Je ne sais pas si vous assumez des fonctions ici à la RTGA. Bien évidemment. Ok. Alors, excusez-moi, vous êtes directeur déjà? Non, pas encore. Je suis secrétaire de rédaction. Très bien. Vous êtes secrétaire de rédaction. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi que vous pouvez ne pas apprécier la prestation d'un journaliste et vous pouvez décider qu'il ne passe pas l'antenne, n'est-ce pas? Est-ce que vous serez gêné si le directeur estime que vous avez été dur et que la personne doit passer? Vous allez démissionner pour ça? Non. Est-ce que ça serait une déconvenue? Non. Mais alors pourquoi ça serait différent pour moi? C'est la même chose. En fait, nous sommes habitués à cela. Vous prenez des décisions, et si notre instance estime que votre décision a été sévère, il faut la casser, il faut prendre sportivement les choses. C'est aussi ça un homme d'État. N'est pas partir à la télévision en train d'attaquer. Non. Ce n'est pas une affaire personnelle. Comme je dis à quelqu'un, qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Bachelor? Je ne la regarde pas. C'est pour les nombreux Congolais qu'on a pris cette mesure. Et je pense à un moment donné que les Congolais se souviendront de cela. C'est une bêtise qu'il fallait qu'on arrête ça et on l'a arrêté et puis on l'a reconduit. Mais je crois que la saison 4, vous allez voir qu'elle ne passera pas. On va bientôt aller en pause, mais cette dernière question, et après on prendra le message des auditeurs juste après la pause. Quel est votre niveau de collaboration avec la commission de censure? Il n'y a pas de collaboration. Il n'y en a pas. Ces deux instances, c'est disons une structure est née de la Constitution, comme nous. Et puis, une autre est née d'un décret dans un contexte dictatorial. C'est pas la même chose. Vous êtes une institution de la République, d'appui à la grande démocratie. institution. Il n'y a que deux qui sont nés de la Constitution. Appui de la démocratie, il n'y a que la CENI et le CESAC. Et puis, dans un contexte démocratique, on ne parle pas censure, on parle régulation. Alors, je comprends qu'il y a certains classiques nostalgiques de l'ancien temps, qui pensent qu'on doit censurer. On censure qui et quoi?
Dans une démocratie, on ne censure pas, on régule. Y a-t-il conflit d'intérêts? Non, pas du tout. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Seulement, pour que nous puissions ne plus exister, il faut qu'on change la Constitution. Il faut qu'on la modifie. Et dans ces articles-là. Mais pour les règles, pour les autres, le Premier ministre peut se réveiller le matin et dit, bon, j'ai dissous le truc. Christian Bossembe et Aubert Caille, ancien de la RTGA et cadre au sein du groupe de presse L'Avenir. Vous l'avez suivi et vous pouvez continuer à lui envoyer vos questions au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Écrivez sur WhatsApp ou par SMS. Vos messages seront bientôt lus. À tout à l'heure. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. De retour dans notre studio bleu de RTGA, je suis avec Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Vous avez beaucoup de questions que vous lui avez envoyées. Nous allons bientôt les lire. Sinon, je crois que nous passons déjà à la lecture de ces messages pour les vider. On y reviendra incessamment pour poursuivre la lecture. On va commencer avec cet auditeur qui nous dit bonjour ma radio, je vous suis maintenant l'émission. Oh, c'est son message. Bonjour ma radio, pourquoi votre président est trop dur avec le chaîne proche de l'opposition? CML 13 ne fonctionne pas, pourquoi? Non, en tout cas, le message est non signé. Non, en tout cas, CML 13, je ne sais pas si elle ne fonctionne pas, pourquoi, mais ça n'a rien à voir avec c'est ça qu'elle a été sanctionnée à un moment donné, mais il y a très longtemps, ça fait quoi, une année ou une année et demie. Et on l'avait déjà, la sanction était levée. Et je pense que... Nous avons des confrères au sein de CML 13, je ne pense pas que ce média ne fonctionne pas. Je crois que ça fonctionne, donc on n'a pas de problème chez nous, non, pas du tout, même pas un peu. D'accord. Bonjour, en débrief. Première question. Que pense le président du CESAC par rapport au scandale de la vidéo semi-pornographique diffusée lors des États généraux de la justice? Des deux, dit au conseiller, dit-lui de conseiller le président de la République de s'occuper aux besoins prioritaires du peuple que de changer la Constitution, car au fur et à mesure, vous voulez dire, le peuple s'éloigne de lui et haït sa bande. Christophe Ebando depuis Okatanga. Comment répondez-vous? Déjà, la première question, vous avez vu une petite séquence des vidéos diffusées pendant les travaux des États généraux de la justice. Ça, j'ai vu, mais je ne sais pas dans quel contexte cela a été fait. Peut-être, je crois que d'une manière ou d'une autre, ça reste quand même maladroit parce que vous n'avez pas besoin de rappeler la bêtise puisqu'une bêtise a été commise. Avec les mots, ça suffit pour parler de cela. On n'a pas besoin de diffuser la même chose. C'est pas parce qu'on a violé des gens que vous allez amener des acteurs pour qu'ils violent, pour qu'on s'en verra qu'on a violé. Avec les mots, on peut dire ce que l'on pense. Donc, je crois que c'était diffusé sur demande du président de la commission de censure, je n'entre pas dans qui voulait justement étayer ses propos, ses explications sur des vidéos qu'il fallait nécessairement censurer. La question, cher Christian, faut-il être trompé pour savoir qu'il pleut? On n'en a pas besoin. Avec les mots, c'est suffisant, on peut comprendre. Ouais. Donc, mais la question de M. Christophe, c'est aussi quand même... Moi, je ne suis pas le conseil du président pour lui parler de la Constitution. C'est pas moi. Mon rôle, c'est de veiller sur les médias. Ouais. Bonjour RTGA, l'article 24 de la Constitution donne le droit à l'information et à la liberté de penser. Alors, je ma question à l'invité, M. Christian. Pour vous, vous avez interdit aux journalistes de diffuser les images et informations de la guerre de l'Est du Congo. Pourquoi? Car le peuple a besoin d'être informé sur la situation de son espace menacé. Ensuite, pourquoi vous êtes opposé à la décision du Conseil d'État au lieu de s'incliner? Roi David depuis Ngalima. Je crois que vous avez donné toutes des explications sur le Conseil. Je crois que le roi David n'a pas compris. Roi David n'a pas compris, n'a pas suivi les leçons de Salomon, je pense. Écoutez, je dis tout simplement que nous n'avons pas dit, on ne s'est pas opposé à la décision du Conseil d'État. Au contraire, on s'est incliné à la décision du Conseil d'État, comme des républicains. Aussi, l'article qu'il cite. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on est en train de faire. Nous n'avons pas interdit aux médias de traiter la question. Nous avons simplement demandé aux médias de s'appuyer sur les experts. Donc c'est tout ce qu'on a demandé. On n'a pas demandé autre chose.
Bonjour Monsieur Christian, félicitations Monsieur le Président du CESAC pour les travail. En 2011, de 2011 à 2018, nous avons vu comment le média a été muselé, même les réseaux sociaux ne fonctionnaient pas. Aujourd'hui, la démocratie a triomphé. Les journalistes de RTGA ont des qualités, bravo. Papa Matondo, Oui. Ramon Gafoula. Mais RTGA, c'est l'une des grandes boîtes de la République, c'est normal. Moi, je viens de là, donc c'est normal. Mais après, nous essayons de faire notre travail. Je crois que nous essayons de donner le meilleur de nous. Parce que la frontière entre régulé et muselé, la frontière est fine. Mais nous essayons de tenir et de faire mieux. Il y a une question ici d'un auditeur, je ne sais pas s'il est téléspectateur. Bon, il dit bonjour, monsieur le journaliste demande à Christian pourquoi a-t-il appelé Joseph Kabila. Bon, je ne cite pas. Ah, ok. Je comprends cette Vous polémique. avez compris. Hein. Oui, cette polémique, c'est... Mais si tu demandes à ce monsieur, dis-lui de m'amener juste la vidéo, avec ces mots-là sortis de ma bouche, je lui présenterai ma démission. Juste ça. C'est du chiotte, hein. Vous avez dit du chiotte. S'il m'amène la vidéo, avec moi, en train de parler, de citer ce nom-là, même en partie, je ne dis même pas que même tous, non, même les premières lettres, s'il m'amène cette vidéo-là, je lui donne ma démission. Ça n'existe pas. Autre message. Bonjour RTGA, les régisseurs d'antenne jouent un grand rôle dans l'habillage de l'antenne. Envisagez-vous une séance de travail avec eux? Message non signé. Oui, nous sommes en train de travailler pour recevoir les caméramens d'abord, parce que là il y a une organisation des caméramens, j'ai vu ça, donc ils sont en train de s'organiser. Après, à part les caméramens, il y a aussi les photographes, après les photographes, il y a les régisseurs, il y a tout ça, bref, les techniciens. Nous allons donc organiser aussi des séances comme ça pour travailler avec eux et aussi pour voir dans quelle mesure on peut orienter certaines recherches, parce que nous devons avoir des gens, des caméramens professionnels. Et je ne suis pas d'accord avec l'idée d'amener les caméramens de l'étranger parce qu'il est blanc et qu'il viendra former les caméramens d'ici parce qu'ils sont noirs. Je pense que nous avons de compétences énormes et les Congolais, la manière dont les caméramens congolais travaillent, si vous les amenez à l'étranger, c'est des génies. Parce que si vous amenez les caméramens qui sont brillants à l'étranger là-bas, vous les amenez ici au Congo et vous leur demandez de travailler dans les conditions dans lesquelles les Congolais, les caméramens travaillent, vous allez dire qu'ils sont incompétents. Pourtant, ils ne sont pas incompétents. C'est une question de formation et nous, ce n'est pas ce que nous manquons. Vous êtes en tout cas plébiscité par ceux qui nous suivent. Merci. Sûrement, vos explications ont été approuvées par eux. Parce qu'ici, on vous dit félicitations Christian Bossembe, mais qu'il applique les mesures de retrait des signaux pour les médias qui ne sont pas en ordre, car il y a beaucoup de désordre dans ces secteurs. Et Courage à lui. en 2025, ce qu'on va faire, cher Christian, ce qui va se passer, ça sera quoi? Ouais. C'est que les médias qui ont brillé dans l'irrespect des textes, qui n'ont pas respecté la déontologie, qui n'ont pas respecté leur cahier des charges, qui n'ont pas des documents du CESAC, de l'ANER et du ministère de la Communication, ces médias-là ne verront pas leur signal renouvelé. Et c'est ça ce qui est malheureux pour eux. Il n'y aura pas de signaux pour eux. Donc ça veut dire que vous allez vous dire, mais on nous a muselés. Non, on ne vous a pas muselés. Nous voulons rendre propre cet espace. Quand on parle des médias, nous allons venir vérifier et voir. Il y aura une commission qui viendra pour voir exactement si vous êtes un média. Vous devez avoir des locaux, vous devez avoir des caméramens, vous devez avoir voilà, des régisseurs, vous devez avoir une structure. Si vous n'avez pas cette structure-là, ces médias-là vont être fermés. Parce qu'après, à un moment donné, il ne faut pas laisser les médias aller comme ça. Sinon, tout le monde va faire son média et puis après, quand tout le monde a le média, qui regardera le média de l'autre? En tout cas, nous sommes avec le président du CESAC, le président de l'organe régulateur, et ici nous censurons les messages subliminaux. On ne les lit pas, désolé. Bonjour RTGA, pourquoi M. Bossembe, qu'on a connu et aimé jadis, est devenu un instrument du pouvoir pour étouffer les autres? Qu'est-ce que Kofi avait dit des mal pour être interpellé? Il a été invité, il avait dit ici. Vous voyez comment les gens sont. Les gens sont dans. Ils sont dans. Voilà, un peu dans. Voilà. Et si vous regardez, hein, parce qu'il a suivi ça à la télé. Il a suivi les gens dire, bah convoquer. Et puis après, quand il regarde, on n'a jamais convoqué Kofi. On l'a invité. Nous pouvons inviter n'importe qui pour savoir pourquoi et comment il a dit des choses, en bien ou en mal. D'accord, donc ce n'est pas un problème de... Voilà. Et puis après, quand ils disent que je suis en train d'étouffer, ben, j'ai étouffé qui? Voilà, c'est ça le problème. Et donc, quand on entre dans les faits, ils n'ont pas de faits. Les gens aiment les désordres, c'est ça ce que les gens aiment. Les gens aiment les désordres, les gens aiment le libertinage. Et avec moi, malheureusement, ça ne passe pas. Pas de libertinage, pas de désordre.
Bonjour ma radio, Monsieur Bossembe. Vous parliez trop lorsque vous étiez opposant. Aujourd'hui au pouvoir, vous êtes tombé dans l'ivresse du pouvoir. Monsieur René Dango Ambanzangongo, vous vous êtes reconverti? Ça, c'est très facile de le dire. D'abord, j'étais opposant. Moi, j'étais opposant où? J'étais dans quel parti politique pour être opposant? J'étais journaliste. J'avais mon point de vue, j'avais mon argumentaire que je soutenais. Jusqu'aujourd'hui, je continue à avoir mes principes. Mais le problème avec les Congolais, c'est cela aussi. Le respect du rôle. Lorsque vous êtes joueur et que vous devenez coach, ne demandez pas à Zidane de marquer un but. C'est un entraîneur maintenant. Il ne va pas marquer un but. Ce n'est pas parce que Cristiano Ronaldo est fatigué dans le terrain que vous allez demander à Zidane d'entrer et marquer le but. Non. Mon rôle n'est plus de marquer des buts si j'ai marqué avant. Mon rôle maintenant, c'est de voir comment les jeux est joué et d'orienter les gens. Alors, je ne comprends pas. J'ai jamais été opposant, moi. J'étais un journaliste, j'avais des positions. Et mes positions, jusqu'aujourd'hui, je continue à les garder. Seulement, je suis dans un rôle qui m'interdit de m'exprimer dans les mêmes contextes et dans le même, dans la même teneur. Donc, si aujourd'hui, ma fonction s'arrêtait, ou arrivait à s'arrêter, j'aurais le droit de réserve. Malheureusement, c'est à vie. Parce que si la fonction du CESAC s'arrête aujourd'hui, je resterai le chef de corps à vie. Nous sommes tous dans la loi de... Le CESAC peut censurer la RTNC qui ne diffuse que les informations proches du pouvoir. Je vais vous dire un élément, peut-être que les gens ne savent pas. Chers frères, vous pouvez vérifier. Nous sommes pendant la période électorale. Le chef de l'État, je suis surpris de voir que le chef de l'État fait un direct à la télévision, RTNC, d'accord ? Il fait son discours à la télé et tout. Pendant la période électorale, alors qu'on avait déjà décidé que tous les politiciens auront le même droit d'antenne. J'ai appelé la DG de la RTNC. Je lui ai dit, madame, est-ce que le traitement que vous avez réservé au président de la République, vous allez le réserver à tous les candidats présidents? Et on a discuté avec madame la DG de la RTNC. Et on s'est convenu. Je lui ai dit, madame, tous les politiciens, candidats présidents, qui demanderont le direct, il faut donner le direct à tous ces gens-là. Mais qu'ils payent de la même manière que le chef de l'État a payé. Et c'est comme ça. Mais les gens ne le savent pas. Et moi, j'ai demandé à tous les politiciens, je les ai même invités au Congo Fleuve Hotel. Je leur ai dit, si vous avez des reportages, parce qu'on avait décidé, je crois que c'était 7, ou je vais me tromper du nombre, de reportages qui devraient être diffusés à la RTNC gratuitement. Je dis à tous les... C'était combien? 26 quelque chose. Je dis à tous les candidats, si vous avez de blocage au niveau de la RTNC, signalez le CESAC. Votre documentaire va passer ou votre reportage va passer. Cher Christian, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Aucun opposant n'a appelé pour réclamer que mon reportage doit passer. Donc à un moment donné, le problème, ce n'est plus... Il y a ceux qui s'étaient désintéressés justement de cette initiative que vous aviez mise en place. Oui, justement, parce qu'on a trop de préjugés. Le problème, c'est ça. Je ne veux pas Denis Kadima parce que Denis Kadima, il est ceci ou cela. Je ne veux pas Kamouleta parce que Kamouleta est ceci ou cela. Il y en a même, je ne vais pas le dire ici, mais si vous voulez, il y a un candidat qui a dit « Je ne viendrai pas bosser maintenant dans ma question Makassi ». Mais ce n'est pas moi qui allais poser des questions. Je suis président d'une institution. C'est des journalistes qu'on avait présentés à la face du monde. C'est eux qui allaient poser des questions. Donc vous voyez, à un moment donné, certains politiciens, je crois qu'il y en a qui regrettent aujourd'hui, qui... au lieu de participer à cette belle, cet exercice démocratique qui était plutôt bien, il allait offrir aux Congolais leur capacité à y de voir les choses, mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Donc, le problème, ce n'était pas nous. Je vous ai parlé de cet exemple pour vous montrer combien on a mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Et d'ailleurs, vous savez, le fauteuil qu'on avait utilisé pour le débat contradictoire entre le président, le chef de l'État a pris la même chaise. Et on n'a même pas ajouté même un petit coussin de confort. Non, c'était la même chaise. Pas parce que nous l'avons imposé, non, parce que nous avons fait comprendre et nous avons eu la chance d'avoir un président démocrate qui a compris les jeux. Il s'est lui-même déplacé, il est venu à la RTNC, il a répondu aux questions. Lui aussi ne connaissait pas les journalistes, comme c'était la règle. Aucun invité ne connaissait les journalistes et posait la question aux journalistes. Aucun journaliste ne connaissait celui qu'il va interviewer. En tant que candidat. En tant que candidat. Donc vous voyez qu'on a été plus ou moins équitable. Bonjour cher Christian Moses. Je voudrais juste demander au président du CESAC pourquoi certains de ses collaborateurs affichent leur penchant partisan sur certaines plateformes ou réseaux sociaux pour telle ou telle autre personnalité politique, publique, musicienne. Cela n'est-il pas contre les règles de
votre institution, Boris Borandaye depuis Gombe. Cher Boris, je regrette beaucoup pour cette situation. J'ai appris aussi que certains agents du CESAC s'expriment de façon délibérée sur des questions politiques et ils prennent position. Non, c'est très malsain pour un régulateur. Le régulateur de son point de vue. Voilà, je vais passer plus d'une heure avec vous ici. Je n'ai pas donné mon point de vue sur une question quelconque. Donc je pense que c'est ça l'attitude d'un régulateur. Et si vous connaissez des régulateurs comme ça qui le font, excusez-moi, faites-nous parvenir des noms comme ça et on va les sanctionner. Merci beaucoup de la perspicacité de M. Christian Bosembe. C'est un gendarme qui recadre les journalistes qui manquent du professionnalisme dans leur métier. Gédéon Kassindoué depuis Mpassa. Merci, cher Gédéon. Bonjour RTGA, pourquoi le CESAC est toujours clément, il voulait dire, face aux médias pro-pouvoir, Thierry Amon-Gafoula? Mais que Thierry nous dise le média de l'opposition que nous avons sanctionné fortement et qu'il nous dise aussi le média du pouvoir que nous avons envers qui on a été clément. Il faut rappeler que vous avez sanctionné à Samuel 13, mais également la chaîne de Peter Tchani. Oui, oui. Mais parce qu'ils sont... Il y en a deux ou plus ce sont les médias pro-opposition. Ah, c'est des médias pro-opposition. Je ne savais pas, moi je pensais que c'était des médias tout simplement. Donc, vous m'informez maintenant que c'était des médias pro-opposition. Moi, je ne le savais pas. Je savais que c'était des médias, tout simplement, des journalistes professionnels qui respectent leur travail. Mais si vous me dites que c'était des médias pro-opposition... c'est ce que disent le commun de mortels. Ah, ben... Ici, il fallait peut-être dire à haute voix ce que pensait notre auditeur. Non, c'est pas vous, hein, c'est ce que vous lisez. Ouais. Alors, donc là, les auditeurs nous ont révélé quand même que c'est des médias de l'opposition. Alors, je crois que l'opposition ne devrait pas avoir des médias. L'opposition, c'est un parti politique, c'est un camp politique. Ça doit rester dans la politique. Mais tous les médias qui ont été dans ces choses-là, on les a sanctionnés. Il y a des médias qui se réclament proches du pouvoir ou proches de l'opposition. Ça dépend de ce qu'ils font. Non, mais il y en a partout. Hein. Même aux États-Unis, il y a des médias pro-républicains et pro-démocrates. Oui, mais ce ne sont pas des médias de l'opposition. Ils sont proches de... Bonjour, monsieur Christian Bosembe. Le jeune de la ville de Likassi sont fiers de vous. Vous êtes compétent et sage pour mener à bon port le CESAC. C'est l'héros à Likassi. Merci beaucoup. Merci. On va lire le dernier message. Il y en a plein qui affluent notre standard, peut-être les deux derniers. Il y a l'auditeur qui dit bonjour RTGA, un long message que je vais vite écourter. Je me nomme Roger Minami Christian depuis Goma, au Nord Kivu. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le Président du CESAC pour les travaux abattus depuis son ascension au CESAC. Ma question est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a actuellement une sorte de guéguerre entre les journalistes, surtout ceux-là qui s'alignent derrière tel ou tel autre politicien et qui ne respectent plus leur partialité en tant que journalistes, surtout sur les réseaux sociaux. C'est triste, mais nous travaillons, cher Roger, nous travaillons pour à trouver la paix dans le média, mais il faut encore rappeler que c'est le travail de l'UNPC, c'est l'UNPC qui doit travailler pour unir les journalistes et ainsi de suite. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de leur offrir un cadre de discussion et des échanges, et je crois que ça peut toujours nous aider à évoluer. C'en est fini avec le message, merci beaucoup Yannick Bamba. Quittons maintenant la régulation pour la politique. Je m'adresse ici à Christian Bosembe, et non au président du CESAC. Christian Bosembe en tant que citoyen congolais, juriste de formation. Alors journaliste, vous avez eu à organiser, à animer des émissions, des débats politiques. Alors cette question qui défraye la chronique actuellement, la révision ou les changements de la Constitution. Quel est votre point de vue? Et on va terminer par là. Je suis président du CESAC. Mon point de vue, c'est de réguler les médias afin que les gens travaillent dans de bonnes conditions, que ceux qui ont des idées puissent le donner librement et que ceux qui n'en ont pas, qui puissent suivre les autres. Et mon travail, c'est aussi, mon point de vue, c'est aussi de permettre à ce qu'il n'y ait pas une tolérance à la télévision. Ceux qui pensent qu'il faut réviser la Constitution sont libres de donner leur point de vue. Ceux qui pensent qu'il ne faut pas le faire sont aussi libres de donner leur point de vue. Et nous, au niveau du CESAC, on n'a pas de point de vue. Notre point de vue, c'est du moment où tout le monde est d'accord sur une même question, nous, ça nous va. Changer la Constitution, c'est aussi changer les règles du jeu démocratique. Le plus important pour nous, je crois que c'est de changer la mentalité, d'appliquer la tolérance. Il faudrait écouter les autres, les uns et les autres. Donc il faudrait écouter les uns, écouter les autres pour que le Congo devienne un pays prospère. Vous étiez nombreux à nous suivre ici à Kinshasa, en province et en dehors de nos frontières.
Merci de votre fidélité à la RTGA. Vous nous avez suivis à la radio comme à la télévision. Et je m'en vais directement remercier cette grande équipe qui a concouru à la réalisation de l'émission, mais également Henri Ebondo et Simon Kabamba. Simon Kabamba qui m'a aidé surtout à préparer cette émission que vous allez tout à l'heure suivre en rediffusion à 22h30 heure de Kinshasa et 23h30 bien évidemment sur la 88.1 FM. Vous nous suivez à Goma sur 87.5, ce sera 23h30 dans la partie orientale du pays. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'En Débrief. Sinon, monsieur le chef de corps, monsieur le président, c'était un grand honneur pour nous de vous voir revenir au Bercail et de répondre favorablement à notre invitation. Merci Christian, c'était un grand honneur. J'ai rencontré la famille, j'ai aimé de revoir encore pour la plupart c'est mes amis, donc du coup je sais pas, le président est resté dehors en tout cas ici, on est vraiment entre nous, donc ça me fait un grand plaisir. C'était une autre ambiance avant et après l'émission. Ça me fait un grand plaisir de le voir, ça me fait un grand plaisir de vous voir. Monsieur Simon, c'est un grand frère avec qui on a évolué pendant très longtemps. Henri, la même chose. Donc, c'est un grand honneur. Je reviendrai à tout moment que vous aurez besoin de moi. Merci. Ne vous en faites pas. Merci de votre disponibilité, monsieur le président. Le plaisir était pour moi. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro d'En Débrief. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. Décortiquée